Un faux numéro se termine généralement par des excuses embarrassantes. Pour Clara Weston, cela s'est terminé par une guerre. Coincée dans une salle de bain fermée à clé, avec 2 côtes cassées, elle se cachait d'un détective violent qui la contrôlait depuis 3 ans et avait juré de la tuer. Elle a essayé d'envoyer un SMS à son frère pour lui demander de l'aide. Ses mains tremblaient trop fort. Elle a mal tapé un chiffre. Ce message n'est pas arrivé à son frère. Il a été envoyé sur le téléphone personnel de Lucien Blackwood, le seigneur du crime le plus insaisissable et le plus impitoyable de Chicago, connu dans le milieu comme le fantôme. Un numéro qui n'avait pas reçu un seul SMS en 3 ans. Le numéro qui appartenait autrefois à sa sœur décédée. Que se passe-t-il lorsqu'une victime désespérée invoque accidentellement le diable en personne? La réponse est sanglante, déchirante et terrifiante. Voici l'histoire de « He broke my ribs ». Le bruit d'une côte humaine qui se brise est distinct. Ce n'est pas un craquement net comme celui d'une brindille sèche. C'est un bruit humide et étouffé qui fait vibrer toute la poitrine. Clara Weston a entendu ce bruit avant de ressentir la douleur, puis l'air a quitté ses poumons dans un souffle violent, remplacé par une agonie brûlante qui irradiait de son côté gauche. Elle s'est effondrée sur le sol de la cuisine, haletante, la vue brouillée par des taches noires. À 27 ans, Clara avait déjà enterré ses parents, vu sa petite sœur mourir d'une leucémie et passé 3 ans prisonnière entre les mains de l'homme qui avait orchestré tout cela. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à la partager avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Car croyez-moi, la guerre ne fait que commencer. Dererick se tenait là, la regardant comme s'il fixait une tache sur le sol. Il ne criait pas. Il ne hurlait pas. C'était ce qui était le plus terrifiant chez Derek Hawkins. Il était détective au sein du département de police de Chicago, un homme qui savait exactement comment infliger de la douleur sans laisser de marques visibles en général. Mais ce soir-là, il avait perdu le contrôle. Clara essayait de respirer, mais chaque inspiration lui donnait l'impression qu'une lame lui transperçait la poitrine. Elle leva les yeux vers lui à travers ses larmes et le vit ajuster calmement les poignets de sa chemise, lissant les plis imaginaires de son costume coûteux. Il n'y avait aucune trace de remords sur son visage, seulement une légère déception, comme si Clara était une enfant mal élevée qui lui avait fait perdre son temps et sa patience. « Regarde ce que tu m'as fait faire », dit Derek d'une voix basse et calme, comme s'il commentait la météo. « Combien de fois te l'ai-je dit, Clara? Ne regarde pas les patients masculins dans les yeux, ne leur souris pas, ne leur laisse pas penser que tu pourrais appartenir à quelqu'un d'autre que moi. » Clara voulait crier qu'elle ne faisait que son travail. Elle était infirmière. Elle devait parler aux patients, mais elle ne pouvait pas parler. La douleur étouffait chaque mot dans sa gorge. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester allongée là, tremblante, essayant de ne pas mourir. Dererick enjamba son corps comme on enjambe un meuble. Il prit ses clés de voiture sur la table, vérifia son téléphone, puis la regarda une dernière fois. « Je dois aller au poste. Il y a une affaire à régler, » dit-il sur le ton d'un mari ordinaire qui dit au revoir à sa femme avant d'aller travailler. « Nettoie tout ça, prends une douche, et quand je reviendrai, tu devras être au lit. » Il s'arrêta à la porte et tourna la tête. La lumière du couloir éclairait la moitié de son visage, projetant des ombres nettes qui le faisaient ressembler à un démon tout droit sorti de l'enfer. « Si tu n'es pas au lit à mon retour, Clara, nous devrons poursuivre cette conversation. » Il pencha la tête et sourit. Ce sourire était plus froid que l'hiver à Chicago. « Et la prochaine fois, je ne m'arrêterai pas à tes côtes. Je commencerai peut-être par tes doigts. Une infirmière sans doigts ne vaut pas grand-chose, n'est-ce pas ?» Dererick sortit. Clara entendit le premier verrou se fermer, puis le deuxième, puis le troisième. 3 rangées de serrures qu'il avait installées juste après son emménagement. À l'époque, il avait dit que c'était pour la protéger. Maintenant, elle savait que c'était pour l'enfermer. Les pas de Dererick s'estompèrent dans le couloir. L'ascenseur sonna une fois, puis le silence. Le silence pesait plus lourd que la douleur dans sa poitrine. Clara resta allongée là, comptant les secondes au rythme effréné de son cœur. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Elle devait s'assurer qu'il était vraiment parti. Dererick était déjà revenu, alors qu'elle pensait qu'il était parti.
Il s'était tenu dans l'ombre du coin, la regardant essayer d'appeler à l'aide, puis s'était avancé avec un sourire sauvage, avant de lui arracher le téléphone des mains et de le fracasser contre le mur. Elle ne pouvait pas refaire cette erreur. Au bout de 3 minutes, Clara essaya de bouger. La douleur la transperçait comme un feu. Elle était infirmière en soins intensifs. Elle savait exactement ce qui arrivait à son corps. 2 côtes cassées, peut-être 3. Risque d'effondrement pulmonaire, peut-être une hémorragie interne. Elle avait besoin d'aller à l'hôpital, mais elle ne pouvait pas y aller. Dereric avait des gens partout. Chaque service d'urgence de la ville comptait au moins une personne qui l'appellerait dès que son nom apparaîtrait dans le système. Il l'appellerait. Il l'appelait toujours. La dernière fois qu'elle avait essayé d'aller à l'hôpital pour une entorse au poignet, Dereric était arrivé en moins de 20 minutes. Il avait souri aux infirmières, lui avait serré la main fermement et avait dit que sa femme était simplement maladroite. Cette nuit-là, il lui avait cassé 2 autres doigts pour lui apprendre à ne pas chercher d'aide à l'extérieur. Clara avait besoin d'Ethan. Son frère était le seul à ne jamais avoir cru au comportement parfait de Dereric. Ethan avait vu les bleus qu'elle essayait de cacher. Ethan lui avait posé des questions auxquelles elle avait trop peur de répondre. Et Dereric l'avait isolée d'Ethan, lui avait interdit tout contact, avait effacé son numéro, avait bloqué tous les chemins qui les reliaient. Mais Clara se souvenait encore du numéro d'Ethan. Elle le répétait dans sa tête chaque nuit, comme une prière silencieuse. Elle était maintenant allongée sur le sol glacé de la cuisine, les côtes cassées et le souffle de plus en plus court. Elle savait que c'était sa seule chance. Soit elle joignait Ethan ce soir, soit elle mourrait dans cet appartement avant le retour de Dereric, allongée sur le sol glacé de la cuisine. Clara ferma les yeux et les souvenirs l'envahirent comme un raz-de-marée. Elle se souvenait de sa première rencontre avec Derek. C'était le jour des funérailles de Sophie, sa petite sœur, il y a 5 ans. Clara avait 22 ans. Elle se tenait seule près de la tombe, fraîchement creusée dans le cimetière, regardant le cercueil blanc descendre lentement dans la terre. Sophie n'avait que 19 ans. En 8 mois, la leucémie l'avait transformée d'une jeune fille pleine de vie en un corps frêle allongé dans un lit d'hôpital, puis en un nom gravé dans la pierre. Clara avait pleuré jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de larmes. Elle était restée seule, parce qu'il n'y avait plus personne pour l'accompagner. Leurs parents étaient morts dans un accident de voiture 11 ans plus tôt, alors que Clara n'avait que 16 ans. Ethan servait dans l'armée à l'étranger à l'époque et n'avait pas pu rentrer à temps. Clara avait tout perdu. C'est alors que Dereric est apparu. Il s'est approché d'elle, un bouquet de fleurs blanches à la main, le visage empreint de compassion. Il s'est présenté comme étant le détective Derek Hawkins, l'homme qui avait enquêté sur l'accident de voiture de ses parents des années auparavant. Il a dit qu'il s'était toujours souvenu de sa famille, qu'il s'était toujours demandé ce qu'était devenue la petite fille orpheline d'autrefois. Quand il avait appris le décès de sa sœur, il avait voulu lui présenter ses condoléances. Clara ne savait pas que c'était le premier mensonge parmi des milliers d'autres. Elle ne voyait qu'un homme gentil et chaleureux qui se souciait d'elle, alors que le monde entier lui avait tourné le dos. Dereric commença à se montrer plus souvent. Il apportait du café à l'hôpital où Clara travaillait. Il l'appelait tous les soirs pour prendre de ses nouvelles. Il l'écoutait pleurer à propos de Sophie, de leurs parents, de la solitude qui l'envahissait jour après jour. Il était la seule lumière dans la vie sombre de Clara. 6 mois après les funérailles, Clara emménagea avec Derek. Ethan s'y opposa fermement. Il disait que quelque chose n'allait pas avec cet homme. Il disait que tout allait trop vite, que tout était trop parfait. Mais Clara ne l'écouta pas. Elle était trop seule, trop désespérée d'être aimée, trop aveugle pour voir les signes avant-coureurs. 2 mois après avoir emménagé, Clara comprit qu'Ethan avait eu raison. Ce soir-là, elle rentra tard du travail à cause d'une urgence. Elle n'avertit pas Derek, car la batterie de son téléphone était à plat. Lorsqu'elle ouvrit la porte et entra, Derek était assis dans le salon, plongé dans l'obscurité, attendant. Il ne dit pas un mot. Il s'est simplement levé, s'est dirigé vers elle et l'a giflé. Le coup était si violent que Clara est tombée par terre,
les oreilles bourdonnantes, la joue en feu. Elle a levé les yeux, trop choquée pour pleurer, trop choquée pour crier, incapable de faire autre chose que de fixer l'homme qu'elle aimait avec une terreur pure dans les yeux. Derrick s'est penché, lui a saisi le menton et l'a forcé à le regarder dans les yeux. « Où étais-tu » a-t-il demandé d'une voix terriblement calme. « Avec qui étais-tu ? Quel homme ?» Clara essaya de lui expliquer qu'il s'agissait d'une urgence, que son téléphone était déchargé, mais il ne l'écouta pas. Il la gifla encore et encore. Quand il s'arrêta enfin, Clara était recroquevillée sur le sol, le visage enflé, les larmes et le sang se mélangeant. Derrick s'assit à côté d'elle et lui caressa tendrement les cheveux, comme s'il ne venait pas de la battre. « Je fais ça parce que je t'aime, » murmura-t-il. « Je ne peux pas te perdre. Tu es tout ce que j'ai. Ne me force plus jamais à faire ça. » « D'accord. » Clara acquiesça. Elle acquiesça par peur, par choc, parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle acquiesça parce qu'elle n'avait plus personne dans ce monde. Et même un homme qui la frappait valait mieux que de n'avoir personne du tout. Ce fut la plus grande erreur de sa vie. À partir de cette nuit-là, l'enfer commença. 3 années d'enfer. Derek contrôlait tout. Son argent, son téléphone, son emploi du temps. Il l'isolait d'Ethan, de ses amis, de ses collègues. Il la transforma en ombre, en marionnette qui n'existait que pour le servir. Et chaque fois qu'elle commettait une erreur, réelle ou imaginaire dans son esprit, elle le payait de sa chair et de ses os. Allongée sur le sol de la cuisine, les côtes cassées, Clara comprit que cette nuit serait peut-être sa dernière. Derek avait franchi une ligne. Il n'essayait plus de le cacher, et si elle ne s'échappait pas cette nuit, elle n'aurait plus jamais d'autre chance. Clara ouvrit les yeux. Les souvenirs s'estompèrent, remplacés par la réalité brutale. Elle était toujours allongée sur le sol froid de la cuisine, les côtes cassées, sa respiration devenant de plus en plus superficielle. Elle n'avait pas le temps de pleurer le passé. Elle devait agir immédiatement. Clara appuya sa main contre le sol et tenta de se relever. La douleur explosa si violemment qu'elle faillit s'évanouir. Tout le côté gauche de sa poitrine semblait brûler de l'intérieur. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Elle ne pouvait même pas s'asseoir. Elle allait donc ramper. Clara commença à avancer centimètre par centimètre. Elle utilisa son bras droit pour se traîner vers l'avant, ses jambes poussant faiblement contre le sol pour se soutenir. Chaque mouvement était une torture. Chaque respiration était un coup de poignard. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Son sac à main se trouvait à quelques mètres, juste à côté du pied de la table à manger. Clara rampait vers lui, laissant une traînée de sueur et de larmes sur le sol carrelé. Lorsqu'elle atteignit enfin la bandoulière, elle tira le sac vers elle et continua son chemin vers le couloir. La salle de bain. Elle avait besoin de la salle de bain. C'était la seule pièce de l'appartement dont Derek n'avait pas détruit la serrure. Il avait cassé la serrure de la chambre après la nuit où elle avait essayé de s'y enfermer pour se cacher de lui. Il avait brisé la serrure du petit bureau après qu'elle eût essayé d'appeler Ethan de là. Mais il n'avait pas touché à la salle de bain. Peut-être pensait-il que ce n'était pas nécessaire. Peut-être croyait-il que Clara était complètement brisée, incapable de résister. Il se trompait. Le couloir faisait 7 mètres de long. 7 mètres que Clara pouvait parcourir en quelques secondes lors d'une nuit normale. Mais ce soir-là, ces 7 mètres étaient un voyage en enfer. Clara rampait sur chaque carreau, les comptant dans sa tête pour rester consciente. 1, 2, 3. La douleur était vive. 4, 5. Sa vision se brouillait. 6, 7, 8. Elle voulait s'allonger et abandonner. 9, 10. Non, elle ne pouvait pas abandonner. Sophie avait lutté contre la leucémie pendant 8 mois. Sa sœur n'avait pas abandonné jusqu'à son dernier souffle. Clara n'avait pas le droit d'être plus faible qu'elle. Elle continua à ramper. Le sang de sa lèvre fendue coulait sur le sol, laissant des taches rouges sur les carreaux blancs. Clara s'en moquait. Elle se concentrait sur une seule chose, la porte de la salle de bain au bout du couloir. Lorsque sa main toucha enfin le cadre de la porte, Clara faillit pleurer de soulagement.
Elle attrapa le bord de la porte et se hissa à l'intérieur. La petite salle de bain ne lui avait jamais semblé aussi paradisiaque. Clara claqua la porte, puis tendit le bras pour mettre le verrou en place. Le petit clic résonna comme une clochette d'ange. Elle était en sécurité pour l'instant. Clara s'adossa contre le meuble sous le lavabo, haletant pour reprendre son souffle. Chaque respiration lui faisait mal, mais elle respirait. Elle était en vie. C'était tout ce qui comptait pour l'instant. Elle ouvrit son sac à main avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait son portefeuille, son rouge à lèvres, les clés de la voiture qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser et son téléphone. Le vieux téléphone que Derrick lui avait permis de garder uniquement pour pouvoir la localiser à tout moment. Clara le sortit. L'écran était fissuré depuis la nuit précédente. Derrick le lui avait arraché des mains et l'avait jeté contre le mur parce qu'elle avait reçu un message d'un collègue de travail. Mais il fonctionnait toujours. L'écran s'alluma, indiquant qu'il était 23h42. Clara fixa le téléphone, le doigt suspendu au-dessus du clavier. Elle n'avait pas enregistré le numéro d'Ethan. Derrick l'avait supprimé depuis longtemps. Il vérifiait son téléphone tous les soirs. Les messages, les appels, l'historique de recherche. Si elle enregistrait un numéro qu'il n'approuvait pas, elle le payait cher. Mais Clara avait mémorisé le numéro d'Ethan. Elle l'avait répété dans sa tête tous les soirs pendant 3 ans, comme une incantation, le dernier fil qui la reliait au monde extérieur, à cette prison. 312 55 0198. Elle le murmura dans sa tête tandis que ses doigts commençaient à taper, mais ses mains tremblaient trop fort. La sueur et le sang rendaient l'écran glissant. Sa vision était brouillée par la douleur et le choc. Elle essayait de se concentrer, mais les chiffres dansaient devant ses yeux. 312, elle le tapait correctement. 555, correct. 0198. Elle essayait de se concentrer, mais les chiffres dansaient devant ses yeux. Elle appuya sur 0199 au lieu de 0198. Elle ne s'en rendait pas compte. Elle ne pouvait pas s'en rendre compte. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait envoyer ce message avant de s'évanouir. Avant que Derrick ne revienne, avant qu'il ne soit trop tard, Clara ouvrit l'application de messagerie et créa un nouveau message à l'adresse qu'elle venait de taper. Ses doigts tremblaient tellement qu'il lui fallut 3 essais avant de réussir à taper correctement dans le champ de message. Elle commença à taper, un mot à la fois, lentement et péniblement. « Ethan, il m'a cassé les côtes. Je ne peux plus respirer. Il m'a enfermé dans l'appartement. Sauvez-moi, s'il vous plaît. » 224 Oak Street, appartement 4B. Le code de la porte est Vimebi 90. Clara relut le message une fois. Sa vision était floue. Les lettres dansaient sur l'écran fissuré. Elle n'avait pas le temps de le vérifier plus attentivement. Elle n'avait pas la force de le vérifier plus attentivement. Elle appuya sur « Envoyer ». Le message s'envola, accompagné d'une icône bleue confirmant qu'il avait bien été envoyé. Clara expira et le téléphone glissa de sa main, tombant bruyamment sur le sol carrelé froid. Elle appuya sa tête contre la porte du placard, les larmes coulant sur ses joues. Elle avait réussi. Ethan recevrait le message. Il viendrait. Il la sauverait. Elle n'avait plus qu'à attendre. Les minutes passaient comme des heures. Clara resta allongée là, s'efforçant de respirer régulièrement. Même si chaque respiration lui donnait l'impression qu'une lame lui transperçait les poumons, elle fixait le plafond, comptant les fissures dans la vieille peinture pour rester éveillée. Elle ne pouvait pas s'endormir. Elle ne devait pas s'endormir. Si elle s'endormait, elle ne se réveillerait peut-être jamais. Buzz! Le téléphone vibra à côté de son pied. Clara sursauta, le cœur battant à tout rompre. Elle se précipita vers le téléphone, ignorant la douleur qui lui déchirait la poitrine. L'écran s'alluma, affichant un nouveau message provenant d'un numéro inconnu. Qui est-ce? Clara fronça les sourcils, envahie par la confusion. Pourquoi Ethan demandait-il qui elle était? Peut-être qu'il ne reconnaissait pas ce numéro. Elle avait été obligée de changer de numéro de téléphone la semaine précédente, après que Derrick ait détruit son ancien téléphone. Peut-être qu'Ethan n'avait pas enregistré son nouveau numéro. Elle tapa une réponse avec des doigts tremblants. « C'est Clara. Ethan, s'il te plaît, je pense que mon poumon est perforé. C'est Derrick qui a fait ça. Il revient.
Elle appuya sur « Envoyer » et attendit. 3 points apparurent à l'écran, indiquant que l'autre personne était en train de taper. Puis ils disparurent. Puis ils réapparurent. Puis ils disparurent à nouveau. Le cœur de Clara battait comme un tambour de guerre. Pourquoi Ethan mettait-il autant de temps à répondre? Que faisait-il? La croyait-il? Ou pensait-il qu'il s'agissait d'une blague? 1 minute passa, puis 2. Il n'y avait toujours pas de réponse. Clara sentait l'espoir lui filer entre les doigts, comme du sable. Peut-être avait-elle envoyé son message au mauvais numéro. Peut-être s'agissait-il d'un inconnu qui allait ignorer son message et se rendormir. Peut-être allait-elle mourir seule, dans cette salle de bain, et personne ne le saurait avant que Dererick ne revienne et ne trouve son corps. Buzz. Le téléphone vibra à nouveau. Clara regarda l'écran, le cœur battant à tout rompre. Le message ne contenait qu'une seule petite phrase. « J'arrive ». Clara fondit en larmes de soulagement. Ethan arrivait. Son frère venait la sauver. Elle n'allait pas mourir cette nuit. Mais quelque chose n'allait pas. Clara relut le message, un sentiment de malaise montant en elle. Ce n'était pas la façon dont Ethan s'exprimait. Son frère aurait paniqué. Il aurait tapé tout en majuscules. Il aurait posé une centaine de questions. Il aurait appelé immédiatement au lieu d'envoyer 3 mots froids comme ceux-là. « Je viens ». Pas de nom, pas de questions, pas de panique. Juste une déclaration brève et décisive, qui ressemblait plus à un ordre qu'à une parole rassurante. Clara regarda à nouveau le numéro qu'elle avait tapé, le comparant à la séquence qu'elle connaissait par cœur. 3 Miobodo 555 0198 3 Nyonyob 555 0199. Son cœur se serra. Elle avait fait une erreur. Elle avait mal tapé le dernier chiffre. Son message n'était pas parvenu à Ethan. Il était parvenu à un parfait inconnu. Et cet inconnu était en route. Clara tremblait, incapable de dire si elle devait se sentir soulagée ou terrifiée. Elle venait d'envoyer son adresse et le code de sa porte à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas du tout. Cela pouvait être une personne gentille qui essayait de l'aider. Cela pouvait être quelqu'un de plus dangereux que Derek. Qui que ce soit, cette personne arrivait. Et Clara n'avait aucun moyen de l'en empêcher. À 20 kilomètres de là, dans un manoir caché au cœur des forêts au nord de Chicago, Lucian Blackwood était assis dans son bureau privé. La vaste pièce avait un plafond de 5 mètres de haut. Les murs étaient recouverts de panneaux de chêne foncé et une immense peinture à l'huile était accrochée derrière son bureau. Le tableau représentait une jeune femme aux cheveux noirs et au sourire radieux. Mia Blackwood, sa sœur, celle qui était morte 3 ans plus tôt. Lucian fixait l'écran de son ordinateur portable, examinant les rapports financiers des entreprises familiales, certaines légales, d'autres moins. À 36 ans, il était à la tête de l'Empire Blackwood, l'une des organisations criminelles les plus puissantes de Chicago. Le milieu l'appelait le fantôme, car personne ne l'avait jamais vu agir et survivre pour raconter l'histoire. Il était un fantôme. Il était un cauchemar. Il était la mort vêtue d'un costume 3 pièces sur mesure. Mais ce soir-là, Lucian ne pensait pas aux affaires. Il pensait à Mia. Demain marquait l'anniversaire de sa mort. 3 ans depuis qu'il avait trouvé sa sœur inanimée dans la salle de bain d'un appartement bon marché. Les poignets tranchés, le sang séché sur le carrelage blanc. La police avait conclu à un suicide. Lucian connaissait la vérité. Mia ne s'était pas suicidée. Elle avait été poussée à bout par l'homme qu'elle aimait, l'homme qui l'avait battue pendant 2 ans, l'homme qui l'avait isolée de sa famille, l'homme qui l'avait détruite petit à petit jusqu'à ce qu'elle n'ait plus la force de continuer à vivre. Lucian l'avait trouvée. Il avait tout découvert. Et il avait fait payer cet homme d'une manière que seul le fantôme pouvait imaginer. Mais cela n'avait pas ramené Mia. Rien ne pouvait ramener Mia. Lucian ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un vieux téléphone. Le téléphone de Mia. Il le gardait toujours. Il continuait à payer pour que le numéro reste actif. Même si personne n'appelait. Personne n'envoyait de SMS. Personne ne savait
même que le numéro existait encore. Il le gardait pour rester proche de sa sœur. Chaque mois, il allumait le téléphone et relisait les anciens messages qu'il s'était envoyés. Les mots que Mia lui avait envoyés autrefois. « Frère, tu me manques ? Frère, quand rentres-tu à la maison ? Frère, je t'aime. » Lucien ferma les yeux, réprimant la douleur dans sa poitrine. Il pouvait détruire le monde, mais il n'avait pas pu sauver sa sœur. C'était le plus grand échec de sa vie. La blessure qui ne guérirait jamais. Buzz. Le téléphone dans la main de Luciane vibra. Il se figea. Ce téléphone n'avait pas vibré depuis 3 ans. Personne ne connaissait ce numéro. Personne n'avait de raison de l'appeler. Luciane regarda l'écran, le cœur battant à tout rompre. Un nouveau message provenant d'un numéro inconnu. Ethan. Il m'a cassé les côtes. Je ne peux plus respirer. Il m'a enfermé dans l'appartement. Sauve-moi, s'il te plaît. 224 Oak Street, appartement 4B. Le code de la porte est 8-90. Lucien lut le message une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Il m'a cassé les côtes. Ces mots le transpercèrent comme des couteaux. Il se souvint de Mia. Il se souvint des bleus qu'elle cachait sous ses manches longues. Il se souvint de la façon dont elle évitait son regard chaque fois qu'il lui posait des questions sur son petit ami. Il se souvint du jour où il l'avait trouvée. Trop tard, bien trop tard, pour faire quoi que ce soit. Et maintenant, quelqu'un implorait de l'aide en utilisant le numéro de téléphone de Mia. Quelqu'un était battu, emprisonné, attendant la mort dans un appartement de Chicago. Tout comme Mia avait attendu la mort seule, Lucien tapait une réponse. « Qui êtes-vous » Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de savoir si c'était réel ou une blague de mauvais goût. La réponse arriva presque instantanément. « C'est Clara. »« Ethan, s'il te plaît. Je pense que mon poumon est perforé. C'est Derek qui m'a fait ça. Il revient. » Clara, pas Mia, une femme totalement inconnue qui avait envoyé un SMS au numéro de téléphone de sa sœur en se trompant d'un chiffre. Une coïncidence ? Un accident sans importance. Lucien pouvait ignorer le message. Il pouvait éteindre le téléphone, le remettre dans le tiroir et oublier que cela s'était produit. Clara n'était pas son problème. Elle n'était pas sa responsabilité. Elle ne signifiait rien pour lui. Mais Lucien ne pouvait pas oublier cette phrase. Il m'a cassé les côtes il y a 3 ans. Si quelqu'un avait reçu un message désespéré de Mia, l'aurait-il ignoré ? Si quelqu'un avait eu la chance de sauver sa sœur, aurait-il détourné le regard ? Lucien regarda le portrait de Mia accroché au mur, ses yeux dans le tableau, le sourire qu'il ne reverrait jamais dans la vraie vie. Il prit sa décision. Lucien tapa 3 mots et appuya sur « Envoyer ». « J'arrive ». Il n'était pas Ethan. Il n'était pas le frère de cette femme. Il était Lucian Blackwood, le fantôme, le seigneur du crime le plus redouté de Chicago, et il venait de décider de sauver une inconnue parce qu'elle avait envoyé un SMS au numéro de téléphone de sa sœur. Le destin lui avait envoyé Clara. Lucien ne croyait pas en Dieu, mais il croyait au destin. Lucien se leva, repoussant sa chaise d'un geste brusque et décidé. Il se dirigea vers la porte du bureau, l'ouvrit brusquement et cria dans le couloir sombre. « Roman, viens ici. » Moins de 10 secondes plus tard, un homme de grande taille apparut. Roman était le bras droit de Lucien, un ancien membre des forces spéciales navales qui le suivait depuis 12 ans. Le visage de Roman était marqué de cicatrices et dur comme la pierre, mais ses yeux étaient vifs et alertes. « Vous m'avez appelé, patron ?» Lucien lui lança son téléphone. « Lis le message. » Roman attrapa le téléphone et regarda l'écran. Il fronça les sourcils en lisant les lignes. Il leva les yeux vers Lucien, l'air perplexe. « C'est le téléphone de mademoiselle Mia. Comment quelqu'un a-t-il pu envoyer ce message ?»« Un mauvais numéro ?» répondit sèchement Lucien. Elle voulait envoyer un SMS à son frère, mais elle s'est trompée. Le message est arrivé sur le téléphone de Mia. Roman relut le message, puis regarda Luciane, le visage clairement empreint de prudence. « Que comptez-vous faire ?»« Préparer la voiture. » Lucien se dirigea vers l'armoire à armes, la déverrouilla avec son empreinte digitale,
prit un pistolet et le glissa dans un étui d'épaule. « Appelez 4 hommes de plus. Nous partons maintenant. » Roman ne bougea pas. « Patron, c'est une inconnue. Nous ne savons pas qui elle est, dans quoi elle est impliquée, ni s'il s'agit d'un piège. » Lucien se tourna vers Romain, le regard glacial. « Je sais. » « Alors pourquoi prendre le risque ?» Roman s'approcha, baissant la voix. « Cette adresse se trouve en territoire contrôlé par la police. Elle dit que l'homme qui l'a battu s'appelle Derek. Et si ce Derek était un flic? Si nous faisons irruption chez un détective, tu sais ce qui va se passer ?» Lucien le savait. Il le savait mieux que quiconque. La famille Blackwood et le département de police de Chicago avaient un accord tacite. Personne ne franchissait le territoire de l'autre. Si Lucien rompait cet accord, les conséquences seraient graves. Mais il s'en moquait. « Elle m'a envoyé son numéro par SMS. »« Roman, dit Lucien à voix basse, un numéro que personne n'a appelé depuis 3 ans. Un numéro que je garde uniquement pour voir le nom de ma sœur dans mes contacts. Et ce soir, la veille de l'anniversaire de la mort de Mia, une femme aux côtes cassées envoie un SMS à ce même numéro pour demander de l'aide. » Lucien s'approcha, croisant le regard de son garde le plus fidèle. Elle dit qu'elle pense avoir un poumon perforé. Elle dit qu'il revient. Elle attend la mort seule dans une salle de bain. Exactement comme Mia est morte. Roman se tut. Il connaissait l'histoire de Mia. C'était lui qui avait conduit Lucien à cet appartement il y a 3 ans. C'était lui qui avait dû éloigner Lucien du corps de Mia, alors que celui-ci hurlait comme un animal blessé. « Tu penses que c'est le destin ?» demanda Roman à voix basse. « Je ne pense pas, répondit Lucien. « Je sais. Quelqu'un me l'a envoyé. Mia me l'a envoyé. Je n'ai pas pu sauver ma sœur. Mais je n'abandonnerai pas cette femme. » Lucien se retourna et se dirigea vers la porte. « Non pas parce qu'elle le mérite. Je ne sais même pas qui elle est. Mais parce que si j'ignore ce message, je ne me le pardonnerai jamais. Tout comme je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir sauvé Mia. » Roman l'observa longuement, puis il soupira, sortit son téléphone et commença à appeler l'équipe. « Rassemblez-vous dans le garage dans 2 minutes. Apportez des armes lourdes. Nous avons une mission de sauvetage. » Lorsque Roman raccrocha, il marmonna pour lui-même. Le destin. Il ne savait pas si quelque chose appelé le destin existait vraiment. Mais il savait une chose. Lorsque Lucien Blackwood prenait une décision, rien au monde ne pouvait l'arrêter. Ni la police, ni la logique, ni même la mort. 5 minutes plus tard, un convoi de 5 véhicules noirs sortit en trombe des portes du domaine Blackwood, fendant la nuit de Chicago comme des balles. Dans la voiture de tête, Lucien était assis en silence, la main crispée sur le téléphone de Mia. Il relut une fois de plus l'appel à l'aide. Il m'a cassé les côtes. Il ne savait pas qui était Clara. Il ne savait pas à quoi elle ressemblait. Il ne savait pas si elle méritait d'être sauvée. Mais il venait, et quand il arriverait, celui qui lui avait fait ça le paierait. Le diable s'était réveillé. Et le diable était à la chasse. 15 minutes. C'est tout le temps qu'il fallut au convoi de Lucien Blackwood pour traverser la nuit de Chicago et atteindre le 224 Oak Street. 5 véhicules noirs s'arrêtèrent devant l'immeuble vieillissant. Les moteurs tournaient encore, les phares étaient éteints. Lucien sortit de la voiture de tête, son costume noir se fondant dans l'ombre. Derrière lui, Roman et 4 autres hommes émergèrent comme des fantômes, chacun portant des armes dissimulées sous leur manteau. « Appartement 4B », dit Lucien d'une voix froide et tranchante comme une lame. « 4e étage. Vérifiez les escaliers de secours près de l'ascenseur. Si quelqu'un s'approche de cet étage pendant que nous sommes à l'intérieur, arrêtez-le. » 2 hommes acquiescèrent, se séparèrent et disparurent dans l'obscurité. Lucien conduisit le reste du groupe dans le hall de l'immeuble. Pas de sécurité, pas de caméra en état de marche. C'était le genre d'immeuble bon marché que la police aimait utiliser pour cacher ses maîtresses ou ses victimes. Parfait pour un agresseur qui voulait enfermer sa proie. Ils empruntèrent les escaliers, leurs pas légers et contrôlés, comme des chats chasseurs. Lorsqu'ils atteignirent le 4e étage, Lucien s'arrêta devant l'appartement 4B. Il fixa les 3 serrures brillantes de la porte en bois. 3 serrures sur un appartement misérable. Non pas pour empêcher les voleurs d'entrer, mais pour empêcher quelqu'un de sortir.
La rage envahit Lucien. Il avait déjà vu ce genre de serrure dans l'appartement de Mia. « Casse-la !» ordonna-t-il. Roman s'avança et sortit un petit pied de biche. Mais il n'en eut pas besoin. Un puissant coup de pied, avec le talon de sa botte militaire, fit voler la porte hors de ses gonds dans un fracas assourdissant. Les 3 serrures étaient inutiles maintenant que le cadre était brisé. Dans la petite salle de bain, Clara entendit le bruit et son cœur s'arrêta de battre. « Derek est de retour », pensa-t-elle, envahie par une terreur aussi déferlante qu'un raz-de-marée. Il était revenu plus tôt que prévu. Il allait la trouver dans la salle de bain. Il allait la tuer. Ce soir, c'était le soir où elle allait mourir. Clara essaya de se recroqueviller, forçant son corps à se réfugier dans le coin le plus éloigné, malgré la douleur qui lui déchirait la poitrine. Elle retint son souffle, priant pour devenir invisible, priant pour que Derek ne pense pas à vérifier la salle de bain. Puis elle entendit des pas. Pas une seule personne, mais plusieurs. Des chaussures lourdes frappaient le sol en bois à un rythme régulier et synchronisé, comme des soldats en marche. Derek ne marchait pas comme ça. Derek n'amenait pas de personne avec lui. Clara était confuse, incapable de décider si elle devait avoir peur ou espérer. Elle entendit une voix grave, froide et autoritaire résonner dans l'appartement. Vérifiez la chambre. Vérifiez la cuisine. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas respirer. Trouvez-la immédiatement. Clara retint son souffle. Ce n'était pas Derek, ce n'était pas Ethan, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui la cherchait. Les pas se propagèrent dans l'appartement. Clara entendit la porte de la chambre s'ouvrir brusquement. Le bruit d'un placard fouillé. Un bref rapport. La chambre est vide. Personne. Les pas se dirigèrent vers la cuisine, puis vers le couloir, se rapprochant de plus en plus de la salle de bain. Clara tremblait violemment. Elle ne savait pas qui étaient ces hommes. C'étaient peut-être des gens bien venus la sauver. C'était peut-être un gang bien pire que Derek. Elle n'avait aucun moyen de le savoir. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester allongée là, serrer ses genoux contre elle et attendre son destin. La poignée de la porte de la salle de bain tourna. La porte ne s'ouvrit pas car Clara l'avait verrouillée de l'intérieur. « Verrouillée ?» dit une voix juste derrière la porte. « Elle est là, patron ?» Clara entendit des pas lourds s'approcher, puis un moment de silence terrifiant. « Écarte-toi » dit la voix grave, maintenant juste derrière la porte. Clara ferma les yeux, les mains serrées en poing. « Dépêche-toi, s'il te plaît » pria-t-elle en silence. « Que ce soit la mort ou le salut. S'il vous plaît, finissez-en vite. Je n'en peux plus. » La porte ne s'ouvrit pas. Elle explosa. Un seul coup de pied, puissant et précis, envoya la porte en bois voler vers l'intérieur. Des éclats de bois se répandirent partout. Clara hurla, levant les bras pour protéger son visage des fragments acérés. La douleur de ses côtes cassées s'intensifia violemment lorsqu'elle bougea, transformant son cri en un gémissement étranglé. Puis le silence, un silence complet. Clara baissa lentement les bras, les yeux toujours fermés par la peur. Elle n'osait pas regarder. Elle n'osait pas savoir qui se tenait là. Elle voulait juste que tout soit fini. « Ouvre les yeux » dit la voix grave. Mais cette fois, elle n'était pas froide. Il y avait autre chose dans cette voix, presque de la douceur. « Ce n'est pas moi qui t'ai fait ça. » Clara ouvrit lentement les yeux et vit debout dans l'embrasure de la porte brisée de la salle de bain, entouré de bois éclaté et d'obscurité, un homme qui semblait tout droit sorti de l'enfer, grand, large d'épaules, vêtu d'un costume gris coûteux, les cheveux noirs lissés en arrière et les yeux froids comme la glace fixés directement sur elle. Clara le reconnut immédiatement. Ce visage était apparu dans les journaux, aux informations du soir, sur des photos granuleuses prises à distance par des paparazzis. Lucien Blackwood, le fantôme, le chef de la famille criminelle Blackwood, l'un des hommes les plus dangereux de Chicago, se tenait dans sa salle de bain. Clara sentit le sang dans ses veines se transformer en glace.
Elle avait échappé à un démon pour tomber entre les mains d'un autre, peut-être bien pire. Dererick n'était qu'un détective violent. Lucien Blackwood était l'homme qui enterrait ses ennemis dans du béton frais. Lucian resta longtemps sans rien dire. Il se contenta de rester là, debout, à la regarder. Ses yeux sombres scrutaient chaque détail. L'ecchymose qui s'étendait sur sa mâchoire, l'empreinte d'une chaussure sur son t-shirt, à l'endroit où ses côtes étaient cassées, le sang séché sur ses lèvres gercées, la façon dont elle se recroquevillait dans un coin comme un animal blessé. Tremblante, terrifiée, mais toujours en vie. Il s'accroupit, sans se soucier que son pantalon coûteux touche le carrelage sale. Il ramassa son téléphone qui gisait près de son pied, jeta un coup d'œil à l'écran et confirma les messages échangés. Puis il la regarda à nouveau. « Tu n'es pas Mia », dit Lucien d'une voix basse et rauque. Clara ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Qui était Mia? Pourquoi disait-il ce nom? Elle ne savait qu'une seule chose. Elle devait s'expliquer avant qu'il ne la tue. « Je voulais envoyer un SMS à Ethan », murmura Clara, les lèvres tremblantes, la voix faible et brisée par la douleur. « Mon frère, j'ai tapé le mauvais numéro. Je suis désolée. Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. » Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, se mélangeant au sang séché et à la sueur. Elle se détestait de pleurer. Elle détestait cette faiblesse. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. 3 ans passés avec Dererick lui avaient appris que supplier était parfois le seul moyen de survivre. Lucien la regardait pleurer. Il observait la façon dont elle sursautait à chacun de ses mouvements. Le réflexe de quelqu'un qui avait été battu trop souvent. Il voyait la peur pure dans ses yeux, la peur d'une proie qui avait été chassée trop longtemps. Et il voyait Mia, pas le visage de Mia. Clara ne ressemblait pas à sa sœur, mais ses yeux, ce désespoir, la façon dont elle suppliait de ne pas être blessée, exactement comme Mia l'avait regardée pendant les rares moments où elle lui avait permis de voir ses bleus. Lucien se leva et se tourna vers les hommes derrière lui. Roman et 2 autres gardes, chacun tenant une arme, prêts à faire face à toute menace. « Appelez le docteur Cross », ordonna Lucien. « Dites-lui de préparer la salle d'opération 3 du domaine. Nous avons une patiente. » Roman s'avança, le visage empreint d'inquiétude. « Patron, c'est une civile, et nous sommes en territoire policier. Je viens de vérifier le Derek dont elle a parlé. Derek Hawkins, inspecteur de police à Chicago. Si nous l'emmenons et qu'il l'apprend, nous serons en guerre avec tout le département. » Clara entendit chaque mot et son cœur se serra. Ils allèrent l'abandonner, ils allaient s'en aller et la laisser mourir ici. Elle ne leur en voulait pas. Elle était une étrangère. Elle ne signifiait rien pour eux. Pourquoi risquerait-il tout pour elle? Puis Lucien se retourna. Il regarda Roman droit dans les yeux. Et à cet instant, Clara vit quelque chose changer dans son regard glacial. Ce n'était plus de la glace. C'était du feu. Elle envoya le numéro de téléphone de Mia par SMS. « Roman », dit Lucien d'une voix grave et profonde. « Un numéro que personne n'a appelé depuis le jour où ma sœur est morte, et elle l'a envoyé la veille de l'anniversaire de la mort de Mia. » Il s'approcha de Clara, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Le destin me l'a envoyé. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en cela. » Lucien s'accroupit à nouveau à côté de Clara. Cette fois, il bougeait plus lentement, plus prudemment, comme quelqu'un s'approchant d'un oiseau blessé. « Tu peux marcher ?» Clara secoua la tête, les larmes coulant toujours. « Ça fait trop mal, murmura-t-elle. Je ne peux pas me lever. » Lucien acquiesça comme si c'était la réponse qu'il attendait. Et puis, quelque chose que Clara n'aurait jamais imaginé se produisit. Lucien Blackwood, le fantôme, l'homme que tout Chicago craignait, se pencha et la souleva délicatement. Il glissa un bras sous ses genoux et l'autre sous son dos, la soulevant du carrelage froid, comme si elle ne pesait pas plus qu'une plume. Clara eut un halètement de douleur lorsqu'il la souleva, mais Lucien ajusta sa prise, positionnant son corps de manière à éviter autant que possible ses côtes blessées. Une telle tendresse de la part d'un homme comme lui était tellement absurde que Clara en oublia presque sa peur.
« Accroche-toi à moi, dit Lucien. Nous allons sortir d'ici. » Puis il la porta hors de la salle de bain, à travers l'appartement que Dereric avait transformé en prison pour elle pendant 3 ans. Clara posa sa tête contre sa poitrine, trop faible pour faire quoi que ce soit d'autre. Elle sentait son cœur battre régulièrement et fortement. Rien à voir avec son propre pouls effréné. Pour la première fois en 3 ans, elle se sentait en sécurité dans les bras d'un homme. Et cet homme était le parrain de la mafia le plus notoire de Chicago. La vie était cruellement ironique. Le convoi traversa la nuit de Chicago à une vitesse folle. Lucien était assis à l'arrière, tenant toujours Clara dans ses bras, ne la lâchant pas une seule seconde. Clara s'était évanouie en sortant du bâtiment. Son corps était trop faible après des heures de douleur et de perte de sang. Sa respiration était superficielle et rapide. Ses lèvres commençaient à pâlir. Des signes que Lucien savait dangereux. « Plus vite », ordonna-t-il au chauffeur, d'une voix qui n'était plus froide, mais empreinte d'une rare urgence. Elle n'a plus beaucoup de temps. Roman était assis à l'avant et passait des coups de fil incessants pour que tout soit prêt au domaine. Le docteur Cross avait été réveillé. La salle d'opération 3 était en cours de préparation. Les réserves de sang étaient vérifiées pour déterminer les groupes sanguins. Tout était prêt pour une opération d'urgence. 20 minutes plus tard, le convoi franchit les imposantes portes en fer du domaine Blackwood. Le manoir se dressait sous une lumière dorée et chaleureuse, imposant et majestueux comme un château caché dans la forêt. Lucien ne fit pas entrer Clara par l'entrée principale. Il se rendit directement dans l'aile est, où il avait fait construire un centre médical privé équipé des technologies les plus modernes. Le docteur Nathan Cross attendait à la porte. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et aux mains fermes comme de l'acier. Ancien chirurgien militaire spécialisé dans les traumatismes, il travaillait désormais exclusivement pour la famille Blackwood. Il ne posa aucune question sur l'origine de la patiente. Il examina Clara et commença immédiatement à évaluer son état. « Mettez-la sur le brancard », ordonna le docteur Cross. Lucien déposa délicatement Clara sur le brancard préparé. Lorsque son corps quitta ses bras, il ressentit un étrange vide, comme s'il venait de perdre quelque chose d'important. Il repoussa ce sentiment. Ce n'était pas le moment de se laisser aller à des pensées irrationnelles. « Comment va-t-elle » demanda Lucien en marchant à côté du brancard. Le docteur Cross écouta rapidement avec son stéthoscope, tandis que les infirmières se précipitaient vers la salle d'opération avec le brancard. « Au moins 2 côtes cassées, peut-être un pneumothorax. J'ai besoin d'une imagerie pour confirmer, mais d'après sa respiration, une côte a peut-être perforé le poumon. »« Sauvez-la » dit Lucien. Et ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Le docteur Cross regarda brièvement Luciane, puis acquiesça. « Je ferai tout mon possible, mais vous devez attendre dehors. » Le brancard disparut derrière les portes de la salle d'opération. Le voyant rouge s'alluma, signalant que l'opération avait commencé. Lucien resta là, à regarder les portes se fermer, et pour la première fois de la nuit, il s'autorisa à s'arrêter. Roman s'approcha de lui. « Vous devriez vous reposer, patron. Je vais rester ici et vous tenir au courant dès qu'il y aura du nouveau. » Lucien ne répondit pas. Il se dirigea vers une chaise adossée au mur du couloir et s'assit. Il n'irait nulle part. Roman soupira, sachant que rien ne ferait changer la décision de son patron, et tira une autre chaise pour s'asseoir à côté de lui. Les 2 hommes restèrent assis en silence, sous les lumières jaunes pâles du couloir. 1 heure passa, puis 2. Lucien ne bougeait pas, ne dormait pas, ne disait pas un mot. Il restait simplement assis là, fixant les portes de la salle d'opération, attendant. Roman ne put retenir plus longtemps sa curiosité. « Pourquoi vous souciez-vous autant d'elle » demanda-t-il doucement. « Ce n'est qu'une inconnue. Un SMS envoyé par erreur. » Lucien resta silencieux pendant un long moment. Quand il finit par parler, sa voix était basse et lointaine, comme s'il s'adressait à lui-même plutôt qu'à Roman. Il y a 3 ans, Mia est morte seule dans la salle de bain de l'appartement de cet homme. Elle a été battue, enfermée, poussée jusqu'à ce qu'elle mette fin à ses jours, et je ne l'ai pas sauvée. Je suis arrivé trop tard. Lucien se tourna vers Roman. Si quelqu'un avait reçu un appel à l'aide de Mia cette nuit-là, si quelqu'un avait eu la chance de sauver ma sœur,
J'espère qu'il ne l'aurait pas ignoré. J'espère qu'il serait venu. Il reporta son regard sur les portes de la salle d'opération. Clara n'est pas Mia. Elle ne signifie rien pour moi. Mais le destin m'a donné une chance de faire ce que j'aurais souhaité que quelqu'un fasse pour ma sœur. Je ne peux pas laisser passer cette chance. Roman acquiesça et ne dit rien de plus. Il comprenait. Il était aux côtés de Lucien depuis 12 ans. Il l'avait vu s'effondrer sur le corps de Mia. Il avait vu la partie humaine de ce démon se briser ce jour-là. Si sauver Clara pouvait penser, ne serait-ce qu'une partie de cette blessure, Roman le soutiendrait de toutes ses forces. 4 heures plus tard, les portes de la salle d'opération s'ouvrirent. Le docteur Cross sortit, l'air épuisé mais calme. Lucien se leva immédiatement. « Comment va-t-elle » Le docteur Cross retira ses gants et poussa un soupir. « Elle est stable ? Elle a 2 côtes cassées. L'une d'elles a perforé la plèvre, provoquant un pneumothorax léger. Je m'en suis occupé. Elle a également de multiples ecchymoses anciennes sur le corps. Certaines sont cicatrisées, d'autres en cours de cicatrisation. Quelqu'un la bat depuis longtemps. » Lucien serra les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Derek Hawkins. Elle aura besoin d'au moins 2 semaines de repos. Le docteur Cross poursuivit. Pas d'effort physique, et elle a besoin d'un suivi psychologique. Les blessures physiques guérissent. Les blessures psychologiques prennent beaucoup plus de temps. Lucien acquiesça. Elle restera ici. Elle aura tout ce dont elle a besoin. Il passa devant le docteur Cross et entra dans la salle de réveil. Clara était allongée sur le lit blanc, pâle, les yeux fermés, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement. Elle était en vie. Lucien approcha une chaise du lit et s'assit. Il serait là quand elle se réveillerait. Il ne savait pas pourquoi c'était important, mais ça l'était. Clara ouvrit les yeux et ne reconnut pas l'endroit où elle se trouvait. Le plafond s'élevait haut au-dessus d'elle, orné de détails dorés complexes. Des rideaux de velours rouge foncé encadrèrent les fenêtres. Une lumière douce se déversait d'un lustre en cristal. Ce n'était pas un hôpital. Ce n'était pas l'appartement de Dereric. C'était un endroit complètement inconnu. Et cet inconnu la plongea dans la panique. Elle essaya de s'asseoir, mais une douleur fulgurante lui traversa le corps, lui arrachant un cri étouffé, alors qu'elle retombait sur les oreillers. Son cœur battait à tout rompre. Ses mains agrippèrent les draps blancs. Des centaines de questions se bousculaient dans son esprit. Où était-elle? Que s'était-il passé? Derek l'avait-il trouvée? Était-elle morte? Calmez-vous. Une voix grave retentit dans un coin de la pièce. Tu vas déchirer tes points de suture si tu bouges comme ça. Clara se tourna vers la voix, les yeux écarquillés de peur. Lucien Blackwood était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, une jambe croisée sur l'autre, un livre fermé dans la main. Il portait toujours le costume gris de la veille, mais sa cravate était défaite et ses cheveux légèrement ébouriffés. Des signes qui indiquaient qu'il était assis là depuis des heures. Les souvenirs revinrent comme une vague. Le mauvais numéro, le SMS, la porte de la salle de bain enfoncée, cet homme la soulevant dans ses bras, puis l'obscurité l'engloutissant tout entière. Clara regarda Lucien, ne sachant pas si elle devait se sentir reconnaissante ou terrifiée. « Vous êtes Lucien Blackwood », dit-elle d'une voix rauque. Lucien posa le livre sur la table à côté du fauteuil, se leva et se dirigea vers son lit. Il se déplaçait lentement, délibérément, prenant soin de ne pas l'effrayer, comme quelqu'un qui s'approche d'un animal blessé. « Et vous êtes Clara Weston », répondit-il en s'arrêtant à quelques pas du lit. Infirmière en soins intensifs à l'hôpital Northwestern. 27 ans, orpheline à 16 ans. Petite sœur décédée d'une leucémie il y a 5 ans. Votre frère Ethan est actuellement déployé dans le cadre d'une mission militaire classifiée dans une zone de conflit intense sans accès aux communications civiles. Derek a délibérément attendu ce moment pour renforcer son emprise, sachant que votre seul véritable protecteur se trouvait à des milliers de kilomètres et était injoignable. Votre petit ami actuel est Derek Hawkins, un détective du département de police de Chicago. Clara sentit le sang se retirer de son visage. Il avait enquêté sur elle, il savait tout d'elle. « Vous avez enquêté sur moi » murmura-t-elle. « Je devais savoir qui était dans ma maison » répondit Lucien sans aucune excuse dans la voix.
Tu m'as envoyé un SMS, suppliant qu'on te sauve. Je ne sauve pas les gens sans savoir qui ils sont. » Clara déglutit péniblement. Elle savait qu'elle devait avoir peur. Elle savait que cet homme était 100 fois plus dangereux que Dereric. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui l'empêchait d'avoir complètement peur. Il ne la regardait pas comme Dereric l'avait fait. Il n'y avait ni possession, ni menace, juste quelque chose qui ressemblait presque à de la curiosité, mêlée à une douleur profondément enfouie. « Pourquoi ?» demanda Clara, la question qu'elle se posait depuis le moment où il avait enfoncé la porte de la salle de bain. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ? Vous êtes un parrain de la mafia. Tu ne sauves pas les gens. Tu les tues. » Lucien resta silencieux pendant un long moment. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda les vastes jardins au-delà, lui tournant le dos. Quand il parla, sa voix était plus basse, plus distante, comme s'il se parlait à lui-même. « Le numéro que tu as envoyé appartient à ma sœur, Mia Blackwood. Elle est morte il y a 3 ans. » Clara retint son souffle. Elle se souvenait qu'il avait dit quelque chose à propos de Mia dans la salle de bain. « Tu n'es pas Mia. » Elle avait trop souffert et avait trop peur pour comprendre à ce moment-là. Maintenant, elle commençait à comprendre. Mia avait aussi été maltraitée. Lucien continua, sans se retourner, par l'homme qu'elle aimait. Elle me l'a caché pendant 2 ans. Et quand je l'ai découvert, quand je suis venu la sauver, il était trop tard. J'ai trouvé ma sœur morte dans sa salle de bain, seule, exactement comme je t'ai trouvé. Lucien se retourna, croisant son regard. Et pour la première fois, Clara vit quelque chose derrière son apparence glaciale. La douleur, la perte, la culpabilité qui le rongeait depuis 3 ans. « Je n'ai pas pu sauver Mia, » dit-il d'une voix rauque. « Mais le destin m'a donné une autre chance. Tu as envoyé un SMS à ce numéro la veille de l'anniversaire de la mort de ma sœur, suppliant d'être sauvée comme Mia aurait dû l'être. Je ne crois pas aux coïncidences. Je crois que c'est le destin. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne savait pas quoi dire. Cet homme, le seigneur du crime le plus redouté de Chicago, l'avait sauvée parce qu'elle lui rappelait sa sœur décédée. Elle était un remplacement, une chance de rédemption, un moyen pour lui de panser une vieille blessure. Elle aurait dû se sentir insultée. Elle aurait dû être en colère d'être transformée en outil de guérison pour quelqu'un d'autre. Mais elle ne ressentait rien de tout cela. Elle était seulement reconnaissante. Reconnaissante que, quelle qu'en soit la raison, elle était en vie. Elle n'était pas morte dans cette salle de bain. Elle n'était pas devenue le cadavre que Dereric aurait trouvé à son retour. « Merci, » murmura Clara, les larmes coulant sur ses joues. « Quelle qu'en soit la raison, merci de m'avoir sauvée. » Lucien la regarda longuement, le visage impassible. Puis il hocha légèrement la tête et se dirigea vers la porte. « Vous devez vous reposer, » dit-il. « Le docteur Cross viendra vous examiner dans 1 heure. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur le bouton à côté du lit. Quelqu'un viendra immédiatement. » Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte et se retourna vers elle. « Vous êtes en sécurité ici, Clara. Derek Hawkins ne peut pas vous toucher dans ce domaine. Personne ne le peut. » Puis il sortit, la porte se refermant doucement derrière lui. Clara resta allongée là, fixant le plafond inconnu. Et pour la première fois en 3 ans, elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, elle n'aurait plus à fuir. Derek Hawkins rentra à l'appartement à 2 heures du matin. Il avait passé 3 heures au commissariat à s'occuper d'une affaire mineure de drogue, mais son esprit n'était pas là. Il était resté chez lui, avec Clara, et le regard qu'elle lui avait lancé lorsqu'il avait enjambé son corps pour partir. Il aimait ce regard, le regard d'un animal qui savait à qui il appartenait. Il lui avait fallu 11 ans pour faire de Clara la sienne. Dès le jour où il l'avait vue pour la première fois, une jeune fille de 16 ans, en larmes sur les lieux de l'accident de voiture de ses parents, il avait su qu'elle était celle qu'il voulait. Elle était belle.
Elle était faible. Elle était seule. Parfaite. Dererick avait été patient. Il l'avait observée de loin pendant des années, attendant le bon moment pour l'approcher. Et quand sa sœur était morte, il avait su que le moment était venu. Elle avait tout perdu. Elle n'avait plus personne. Elle tomberait dans ses bras comme une pomme mûre tombant d'un arbre, et c'est exactement ce qu'elle avait fait. Dererick sourit en entrant dans l'ascenseur. En pensant à cette nuit, il allait réveiller Clara. Il allait lui faire comprendre que les côtes cassées n'étaient qu'un début. Il avait été trop clément avec elle pendant 3 ans. Il était temps de resserrer la chaîne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 4e étage. Dererick sortit et se figea. La porte de son appartement était grande ouverte. Pas ouverte, enfoncée. Le cadre de la porte était brisé. 3 serrures gisaient éparpillées sur le sol. Et l'intérieur de l'appartement était complètement plongé dans le noir. Dererick sortit son arme de son étui. Son instinct de détective prit immédiatement le dessus. Il entra prudemment, arme levée, le doigt prêt sur la gâchette. Le salon était vide. La cuisine était vide. Il vit du sang sécher sur le sol de la cuisine, là où Clara était tombée. La chambre était vide. Le lit était toujours bien fait. Clara ne s'y était jamais couchée. La salle de bain. Dererick se rendit dans la salle de bain et vit que la porte avait été enfoncée de l'extérieur. Des éclats de bois jonchaient le sol. Quelques gouttes de sang tachaient les carreaux blancs et Clara avait disparu. Elle s'était échappée. Dererick rugit de rage et frappa le mur de briques si fort qu'il se cassa les jointures. La douleur ne le ralentit pas. Elle ne fit que le rendre plus furieux. Non, elle ne s'était pas échappée. Clara ne pouvait pas s'échapper avec des côtes cassées comme ça. Quelqu'un était venu et l'avait emmenée. Quelqu'un s'était introduit dans l'appartement d'un détective de police et avait pris ce qui lui appartenait. Dererick sortit dans le couloir et leva les yeux vers la caméra de sécurité de l'immeuble. Il appela un collègue du commissariat et exigea d'avoir accès au système de caméra. 10 minutes plus tard, il était assis dans sa voiture et regardait des images sur son téléphone. Il vit 5 véhicules noirs s'arrêter devant l'immeuble à 12h10. Il vit un groupe d'hommes vêtus de noir en sortir, entrer dans l'immeuble avec des armes cachées sous leur manteau. Et il vit un homme grand en costume gris quitter l'immeuble 15 minutes plus tard avec Clara dans ses bras. Il zooma et son sang se mit à bouillir lorsqu'il reconnut le visage. Lucian Blackwood, le fantôme. Dererick serra les dents si fort qu'il pouvait les entendre grincer. De toutes les personnes qui auraient pu enlever Clara, pourquoi fallait-il que ce soit Lucian Blackwood? La famille Blackwood était l'une des organisations criminelles les plus puissantes de Chicago. La police avait un accord tacite avec elle depuis des années. Personne ne touchait à Blackwood sans être prêt à une guerre totale. Mais Dererick se moquait des accords. Il se moquait des conséquences. Clara était à lui. Il avait investi 11 ans dans cette fille. Il avait orchestré la mort de ses parents pour la priver de tout son réseau de soutien, s'assurant ainsi qu'elle n'aurait d'autre choix que de s'appuyer sur le seul héros qui lui restait dans la vie, lui-même. Il ne laisserait personne, pas même le plus puissant parrain de la mafia de la ville, lui voler ce qu'il avait construit. Dererick fit défiler ses contacts et s'arrêta sur un nom qu'il espérait ne jamais avoir à appeler. Victor Vulov, parrain de la mafia russe, ennemi mortel de la famille Blackwood. Dererick n'était pas seulement un inspecteur de police. Il était également l'intermédiaire entre les flics corrompus et l'organisation de Victor, aidant à couvrir le trafic d'êtres humains et le blanchiment d'argent en échange d'un pourcentage des profits. Victor serait ravi d'avoir une chance de frapper Blackwood. Dererick appuya sur « Appeler ». Après 2 sonneries, une voix grave avec un fort accent russe répondit « Derek, tu m'appelles rarement à cette heure-ci. Quel est le problème ?» Dererick prit une profonde inspiration, réprimant sa rage pour garder une voix calme. « Blackwood. Il a pris quelque chose qui m'appartient. » Un petit rire grave retentit à l'autre bout du fil. « La fille. L'infirmière que tu gardes comme un animal de compagnie. À quel point est-elle importante pour que tu m'appelles ?» Dererick serra le téléphone plus fort dans sa main. « Elle en sait trop. C'est une infirmière.
Elle a soigné certains de mes hommes après des missions. Si elle parle à Blackwood, si elle lui dit ce qu'elle sait, nous aurons tous les deux un problème. » Le silence s'éternisa. Puis Victor reprit la parole, sa voix n'ayant plus rien d'amusé. « Alors nous avons une raison légitime d'attaquer le domaine Blackwood. » Il marqua une pause. « J'attends cette occasion depuis longtemps, Derek. Rassemble tes hommes. Je rassemblerai les miens. Nous récupérerons ta fille. Et tant que nous y sommes, nous réduirons l'empire Blackwood en cendres. » Derek sourit, son premier sourire depuis qu'il avait découvert que Clara avait disparu. « D'accord. Mais Clara m'appartient. Je la veux vivante. »« Bien sûr, répondit Victor. Tu peux avoir la fille. Je ne veux que la tête de Lucien Blackwood. » Derek raccrocha et regarda par la fenêtre de la voiture les lumières scintillantes de Chicago. Clara pensait pouvoir lui échapper. Elle pensait que Lucien Blackwood pourrait la protéger. Elle avait tort. Il était prêt à brûler le monde entier pour récupérer ce qui lui appartenait. Et quand il retrouverait Clara, il lui donnerait une leçon qu'elle n'oublierait jamais, si elle vivait assez longtemps pour s'en souvenir. 2 jours passèrent dans le domaine des Blackwood. Clara se remettait lentement. Ses côtes lui faisaient encore mal, mais elle pouvait s'asseoir et se déplacer doucement dans la pièce. Le docteur Cross venait la voir 2 fois par jour, changeait ses bandages, examinait ses blessures, et la regardait toujours avec une compassion silencieuse, sans jamais dire un mot. Lucien ne se montrait pas souvent. Il ne passait qu'1 ou 2 fois, lui demandait si elle avait besoin de quelque chose, puis disparaissait pour retourner à son travail. Mais Clara savait qu'il la surveillait. Elle le sentait dans la façon dont le personnel la traitait, dans la façon dont Roman venait la voir toutes les quelques heures, dans la façon dont tout le domaine semblait s'organiser pour assurer sa sécurité et son confort. La 3e nuit, Lucien vint dans sa chambre avec une mallette en cuir noir. Son visage était plus tendu que d'habitude. Ses yeux sombres reflétèrent quelque chose que Clara ne pouvait déchiffrer. Il avait quelque chose à lui dire, et elle savait que ce n'était pas une bonne nouvelle. « Je dois vous montrer quelque chose, » dit Lucien en posant la mallette sur la table à côté de son lit. « J'ai demandé à mes hommes d'enquêter sur Derek Hawkins. Ce qu'ils ont découvert, vous devez le savoir. » Clara sentit son estomac se nouer. Elle savait déjà que Derek était violent. Elle savait déjà qu'il la contrôlait et l'emprisonnait. Qu'est-ce qui pouvait être pire que cela? Lucien ouvrit la mallette et en sortit un dossier épais. Il le posa devant Clara, mais ne l'ouvrit pas tout de suite. « Derek Hawkins n'est pas seulement un inspecteur de police, » commença Lucien d'une voix basse et calme. « C'est un intermédiaire entre des policiers corrompus et la mafia russe. Il aide Victor Vulov à dissimuler des opérations de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent en échange d'un pourcentage des profits. » Clara retint son souffle. Elle savait que Derek était malfaisant. Mais le trafic, le blanchiment, c'était bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. Mais ce n'est pas le pire. Lucien ouvrit le dossier et se rendit à une page contenant des photos de la scène de l'accident. Clara les reconnut immédiatement. La voiture de ses parents écrasée et renversée sur l'autoroute, du sang éclaboussant le pare-brise brisé. Elle avait vu ces images dans les dossiers de la police il y a des années, lorsqu'elle avait 16 ans, et qu'elle essayait de comprendre pourquoi ses parents étaient soudainement disparus. « L'accident de voiture qui a tué tes parents il y a 11 ans, » dit Lucien doucement, comme s'il essayait d'adoucir le choc à venir. La police a conclu à un accident causé par un camion qui avait perdu le contrôle. Mais nous avons trouvé un témoin, un sans-abri qui vivait sous le pont voisin. Il a tout vu. La pièce se mit à tourner. « Non, » murmura Clara en secouant la tête. « Non, ne dites pas ce que je pense que vous allez dire. » Lucien croisa son regard, et dans ses yeux glacés, elle vit de la pitié. « Derek Hawkins a engagé le conducteur de ce camion pour qu'il percute la voiture de tes parents. Il a mis en scène l'accident. Il a tué tes parents, Clara. » Le monde de Clara s'écroula. Elle eut l'impression que tout l'air avait été arraché de ses poumons, comme si une lame lui avait transpercé le cœur. Elle ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus penser. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était fixer le dossier, les preuves rassemblées par Roman,
La déclaration du témoin, décrivant le camion percutant délibérément la berline de sa famille. « Pourquoi » murmura Clara, la voix brisée. « Pourquoi a-t-il fait ça ?» Il ne me connaissait même pas. Lucien tourna la page suivante. Des photos. Des photos de Clara à 16 ans, marchant vers l'école, assise dans un parc, riant dans un café avec des amis. Des images granuleuses prises de loin. Dereric t'observait, avant même la mort de tes parents. Lucien a dit qu'il était obsédé par toi, alors que tu n'étais encore qu'une adolescente. Il ne voulait pas seulement une petite amie, il voulait un chef-d'œuvre de destruction absolue. Il voyait en cette jeune fille de 16 ans une toile vierge sur laquelle il pourrait modeler son traumatisme pendant une décennie. Pour Derek, tuer tes parents n'était pas seulement un crime. C'était son premier investissement dans ta soumission totale. Il a attendu des années avant de t'approcher. Les funérailles de ta sœur étaient le moment idéal. Clara ne pouvait plus se retenir. Un cri s'échappa de sa poitrine. Le cri de quelqu'un qui perdait tout pour la deuxième fois. Les larmes coulaient sur son visage. Son corps tremblait violemment malgré la douleur dans ses côtes. Elle pleurait pour ses parents, qui n'étaient trop pas morts dans un accident, mais avaient été assassinés par un prédateur qui voulait leur fille. Elle pleurait pour Sophie, sa sœur, morte de maladie, alors que Clara vivait avec le meurtrier de ses parents sans le savoir. Elle pleurait pour ses 3 années d'enfer, pour les coups, pour les longues nuits de peur, pour chaque instant où elle avait cru que Dereric l'aimait à sa manière tordue. Tout n'avait été que mensonge. Toute sa vie n'avait été qu'une mise en scène orchestrée par Derek. Lucien ne dit rien. Il resta simplement assis en silence et la laissa pleurer. Il ne lui offrit pas de réconfort creux. Il ne lui a pas dit que tout irait bien. Il était simplement là. Une présence solide dans la tempête qui la déchirait, jusqu'à ce que les sanglots de Clara se transforment enfin en halètements saccadés. Lucien a pris la parole. « Je vais le tuer », a-t-il dit. Sa voix était froide comme la glace et brûlante comme le feu. « Je te le jure », Derek Hawkins paiera pour ce qu'il a fait. Non pas parce que tu me l'as demandé, mais parce qu'il mérite de mourir. Clara leva les yeux vers Lucien à travers ses larmes. Et à ce moment-là, elle ne vit pas un chef mafieux impitoyable. Elle vit un homme portant son propre chagrin. Un homme qui comprenait ce que signifiait être trahi par quelqu'un qui était censé protéger ceux qu'il aimait. Elle acquiesça lentement, les larmes coulant toujours. « Tue-le » murmura-t-elle d'une voix faible mais résolue. « Tue-le pour moi, pour mes parents, pour tout ce qu'il nous a pris. » Dans les jours qui suivirent, Lucien resta près de Clara. Il ne parlait pas beaucoup et n'essayait pas de la réconforter avec des mots creux et fleuris. Il restait simplement à ses côtés. Chaque matin, il lui apportait son petit déjeuner dans sa chambre et s'asseyait à côté de son lit pendant qu'elle mangeait. Chaque soir, il passait pour s'assurer qu'elle n'était pas prisonnière de cauchemars. Et chaque fois que Clara se réveillait au milieu de la nuit, trempée de sueur et hurlant à cause de ses rêves de Derek, Lucien était toujours le premier à se présenter à sa porte. La 5e nuit, Clara ne pouvait pas dormir. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant le jardin sombre qui entourait le domaine. Ses pensées étaient toujours embrouillées par la vérité sur la mort de ses parents. Elle entendit un léger coup à la porte. Puis Lucien entra, portant 2 tasses de thé chaud. Il ne lui demanda pas pourquoi elle était encore éveillée. Il lui tendit simplement une tasse et s'assit sur la chaise en face d'elle. « Parlez-moi de Mia, » dit Clara, rompant le silence. « Vous m'avez sauvé à cause d'elle. Je veux savoir comment elle était. » Lucien resta silencieux pendant un long moment, les yeux fixés sur le thé, comme s'il cherchait des réponses dans la fine volute de vapeur. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était plus basse et plus douce, comme s'il ouvrait une porte qu'il avait gardée fermée pendant des années. « Mia avait 10 ans de moins que moi, » commença Lucien. « Quand nos parents sont morts, j'avais 23 ans et Mia 13. Je l'ai élevée. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la protéger du monde sombre dans lequel je vivais. » Il fit une pause et prit une lente inspiration. Mia ne savait pas ce que je faisais vraiment. Elle pensait que j'étais un homme d'affaires. Elle était innocente, pure, convaincue que tout le monde avait une part de bonté en soi.
C'est ce que j'aimais le plus chez elle. Et c'est aussi ce qui l'a tuée. Clara écoutait, le cœur serré en voyant la douleur dans les yeux de Lucien. Elle aimait un homme terrible. Lucien poursuivit. Il était beau, charmant, savait exactement quoi dire pour qu'elle se sente aimée, et il la battait. Pendant 2 ans. Mia me l'avait caché parce qu'elle avait honte. Parce qu'elle pensait que c'était sa faute. Parce qu'il l'avait convaincue que personne d'autre que lui ne l'aimerait jamais. La voix de Lucien baissa, devint rauque. Quand je l'ai découvert, je me suis immédiatement rendu à son appartement, mais j'avais 10 minutes de retard. 10 minutes. Si j'avais été 10 minutes plus rapide, Mia serait peut-être encore en vie. Clara posa sa tasse, les mains tremblantes. Elle comprenait ce sentiment, le tourment sans fin de se demander « et si seulement, j'aurais dû ». J'ai aussi perdu ma sœur, dit Clara doucement. Sophie. Elle avait 19 ans quand elle est morte. De la leucémie. Lucien leva les yeux vers elle, le regard rempli d'une compréhension silencieuse. Clara continua, pour la première fois depuis des années, se permettant de parler de Sophie à quelqu'un d'autre. Sophie était la lumière de notre famille. Elle était toujours souriante, toujours optimiste, même lorsqu'elle était allongée dans un lit d'hôpital, des perfusions de chimiothérapie dans les veines. Elle me disait de ne pas pleurer, que tout irait bien, qu'elle allait vaincre la maladie. Des larmes coulaient sur les joues de Clara. Et puis, une nuit, elle ne s'est pas réveillée. J'ai été à ses côtés pendant 8 mois de chimiothérapie, pendant des nuits interminables de douleur et de vomissements. Mais la nuit où elle est morte, je dormais. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Sa voix se brisa. Je suis devenue infirmière à cause de Sophie. Je voulais sauver des gens comme je n'avais pas pu la sauver. Mais cela n'efface pas ma culpabilité. Rien ne l'efface. Lucien posa sa tasse et alla s'asseoir à côté de Clara, près de la fenêtre. Il ne la toucha pas, mais sa présence suffisait. « Nous portons tous deux des fantômes, » dit Lucien doucement. « Les gens que nous n'avons pas pu sauver, les choses que nous aurions aimé faire différemment. Cela ne disparaît jamais complètement. Mais peut-être que nous n'avons pas à les porter seuls. » Clara se tourna vers lui, et dans la lumière de la lune qui se déversait par la fenêtre, elle ne vit pas un chef de la mafia. Elle ne vit pas le fantôme. Elle vit un homme portant des blessures semblables aux siennes. Ils avaient tous deux perdu une sœur. Ils avaient tous deux vécu avec la culpabilité. Ils avaient tous deux été seuls avec leur douleur pendant des années. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» murmura Clara. « Tu tues des gens. Tu es un démon aux yeux de tout Chicago. Mais avec moi, tu es doux, comme si j'étais quelque chose de précieux. » Lucien la regarda longuement, les yeux sombres, mais plus froids. « Parce que tu me rappelles que je suis toujours humain, » répondit Lucien. « Je pensais que cette partie de moi était morte avec Mia. Mais quand je t'ai vu dans cette salle de bain, quand j'ai lu ton message où tu implorais de l'aide, quelque chose s'est réveillé. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne veux pas que cela disparaisse. » Clara sentit son cœur s'emballer. Elle ne devrait pas ressentir cela pour un homme comme Lucien. Elle ne devrait pas se sentir en sécurité aux côtés d'un tueur. Mais elle ne pouvait pas le contrôler. Pour la première fois en 3 ans, elle se sentait vue, entendue, traitée comme un être humain plutôt que comme un objet. Lucien leva lentement la main, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le souhaitait. Mais Clara ne bougea pas. Elle resta immobile, tandis que ses doigts effleuraient sa joue, essuyant les dernières traces de larmes. Puis il se pencha et l'embrassa. Le baiser était léger comme un papillon, doux comme si elle était quelque chose qui pourrait se briser s'il ne faisait pas attention. Rien à voir avec la façon dont Dereric l'avait embrassé, avec possessivité et violence. Ce baiser demandait au lieu de prendre, il donnait au lieu d'exiger. Lorsqu'ils se séparèrent, Clara regarda Lucien dans les yeux et y vit une flamme tranquille brûler. Elle ne savait pas où cela l'amènerait. Elle ne savait pas si elle était en train de commettre une nouvelle erreur. Mais à cet instant, elle s'en moquait.
À cet instant, elle voulait simplement se sentir vivante. La paix ne dura pas longtemps. 2 jours après leur premier baiser, la tempête éclata. Clara était assise dans la bibliothèque du manoir, lisant un vieux livre pour passer le temps. Lorsque Lucien entra, le visage tendu comme une corde à son limite, il n'était plus l'homme doux qu'il avait embrassé près de la fenêtre quelques nuits auparavant. Il était le fantôme, le chef de la mafia aux yeux froids comme la glace et à la mâchoire crispée. « Nous avons un problème », dit Lucien, sa voix rompant le silence de la pièce. « Roman vient de recevoir des nouvelles de nos informateurs au sein de la police. Dereric a contacté Victor Vulov. » Clara posa le livre, le cœur serré à l'évocation de ce nom. Elle avait déjà entendu Luciane mentionner Victor Vulov, le chef mafieux russe, ennemi juré de la famille Blackwood, un monstre encore plus brutal que Derek. « Que veut-il » demanda Clara, même si elle connaissait déjà la réponse. « Il te veut, toi » répondit Lucien sans détour. « Et il veut ma tête ?» Dereric a convaincu Victor que c'était l'occasion idéale d'attaquer le domaine des Blackwood. Ils rassemblent leurs forces. D'après nos sources, ils frapperont dans les 24 heures. Clara eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Dereric ne voulait pas seulement la récupérer. Il était prêt à brûler le monde entier pour y parvenir. Il était prêt à déclencher une guerre mafieuse, simplement parce qu'elle avait osé lui échapper. « J'ai ordonné une évacuation », poursuivit Lucien. « Le personnel non combattant partira dans 1 heure. Tu partiras avec eux. Un jet privé t'attend à l'aérodrome nord. Il t'emmènera dans un refuge au Canada. Vous y resterez jusqu'à ce que tout cela soit terminé. » Clara se leva, ignorant la douleur sourde dans ses côtes qui n'étaient pas encore complètement guéries. « Non. » Lucien fronça les sourcils. « Ce n'est pas une suggestion, Clara. C'est un ordre. Et je ne suis pas votre propriété pour recevoir des ordres. » Répondit Clara d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Vous me l'avez dit vous-même dès le début. Je ne vous appartiens pas. Je n'appartiens à personne, et je ne m'enfuirai pas. » Lucien s'approcha, les yeux brûlants d'un mélange de colère et de peur. « Tu ne comprends pas, ce n'est pas un jeu. Victor Vulov a 50 hommes armés hautement entraînés, Dereric a le soutien de policiers corrompus. S'ils font irruption ici et te trouvent, ils ne te tueront pas rapidement. Ils te feront subir des choses bien pires que ce que Dereric t'a jamais fait subir. »« Je sais, » dit Clara sans reculer. « Je sais à quel point ils sont dangereux. J'ai vécu avec Dereric pendant 3 ans. Je sais de quoi il est capable. Mais je ne fuirai plus. » Lucien lui saisit les épaules. Pas assez fort pour lui faire mal, mais suffisamment pour qu'elle sente son urgence. « Pourquoi ? Pourquoi es-tu si déterminée à rester dans un endroit aussi dangereux ?» Clara le regarda droit dans les yeux. « Parce que je suis infirmière, dit-elle. S'il y a une guerre, des gens seront blessés. Je peux aider, je peux sauver des vies. Je ne peux pas rester dans un refuge au Canada pendant que les gens qui m'ont sauvé saignent et meurent ici. » Lucien l'observa, le visage impassible. « Y a-t-il une autre raison ?» Clara hésita un instant, puis posa sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. « Parce que tu es là, » dit-elle doucement. « Tu m'as sauvé, alors que tu n'avais aucune raison de le faire. Tu m'as montré que je n'étais pas seul. Et maintenant, tu veux que je m'enfuie pendant que tu affrontes des ennemis qui nous appartiennent à tous les deux ?» Elle secoua la tête. « Je fuis depuis 3 ans. Je vis dans la peur depuis 3 ans. Je suis fatigué. Je ne veux plus fuir. » Lucien resta silencieux pendant un long moment. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois, comme si elle était quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. Puis il expira, dans un souffle mêlé de frustration et d'admiration réticente. « Tu es la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. » Lucien dit « Tu le sais, n'est-ce pas ?» Clara faillit sourire malgré la tension. « Je vais prendre ça comme un compliment. » Lucien soutint son regard un instant de plus, puis acquiesça. « Très bien. Tu restes, mais tu suivras toutes les instructions que je te donnerai. Si je te dis de courir, tu cours. Si je te dis de te cacher, tu te caches. Et si les choses tournent mal, tu montes dans l'hélicoptère sur le toit et tu pars. Pas de discussion. Pas d'héroïsme, tu comprends ?
Clara acquiesça. « Je comprends. » Lucien la serra dans ses bras, la tenant fermement pendant un bref instant. Ses lèvres effleurèrent ses cheveux, tandis qu'il murmurait quelque chose qu'elle entendit à peine. « Ne me fais pas perdre quelqu'un d'autre. » Clara le serra tout aussi fort, s'accrochant à lui comme si c'était la dernière fois. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Ils savaient tous les deux ce qui allait se passer. Lorsqu'ils se séparèrent, Lucien était redevenu le fantôme. Son visage se durcit. Son regard s'aiguisa. Toute trace de douceur disparut. Il se retourna et se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant pour parler par-dessus son épaule. « Roman t'emmènera à l'aile médicale. Prépare tout ce dont tu auras besoin. La nuit va être longue. » Puis il disparut dans le couloir, partant se préparer pour la guerre qui l'attendait. Clara resta seule dans la bibliothèque, le cœur battant. Elle ne savait pas comment la nuit allait se terminer. Elle ne savait pas qui vivrait et qui mourrait. Mais elle savait une chose. Elle ne fuirait plus. Quoi qu'il arrive, elle y ferait face. Comme une guerrière, pas comme une victime. L'attaque eut lieu à minuit. Il n'y eut aucun avertissement, aucune négociation. Seulement une déflagration assourdissante lorsque les portes en fer de la demeure furent pulvérisées par une bombe artisanale. Puis l'enfer se déchaîna. Clara se trouvait dans l'aile médicale lorsque les premiers coups de feu retentirent. Elle avait passé toute la soirée à préparer des bandages, des médicaments, des instruments chirurgicaux, tout ce dont elle pourrait avoir besoin pour une nuit sanglante. Mais aucune préparation ne pouvait rivaliser avec ce qu'elle entendait à travers les fenêtres. Les coups de feu éclataient sans discontinuer, comme des feux d'artifice. Des hommes hurlaient, du verre se brisait, des moteurs vrombissaient, et au milieu de tout cela, des ordres criés en russe résonnèrent de toutes parts. La mafia russe était arrivée, et elle était bien plus nombreuse que quiconque ne l'avait prévu. Clara regarda par la fenêtre et vit au moins 30 silhouettes sombres envahir les jardins, armes à la main, se déplaçant comme des loups chasseurs dans la nuit. Les flammes de la porte détruite brûlaient au loin, illuminant la scène comme une vision de l'enfer. Les hommes de Lucien se battaient. Elle vit Roman en première ligne, abattre 2 tireurs russes à la suite, avant de se fondre dans l'ombre pour recharger son arme. Elle vit Lucien sortir par la porte principale du manoir, un pistolet à la main, se déplaçant avec la précision mortelle que seul le fantôme possédait. Chaque balle qu'il tirait coûtait une vie. Chaque pas qu'il faisait était une danse avec la mort. Mais ils étaient trop nombreux. Pour chaque Russe qui tombait, 2 autres surgissaient de l'obscurité. Ils arrivaient comme une marée, implacables et intrépides, prêts à sacrifier des vies pour avancer. Ce n'était pas une attaque, c'était une invasion. Clara. Elle se retourna et vit l'un des gardes de Lucien debout à l'entrée de l'aile médicale, le visage luisant de sueur et de résidus de poudre à canon. « Le patron m'a ordonné de vous emmener sur le toit. L'hélicoptère attend. Tu dois partir maintenant. » Clara hésita. Elle avait promis de suivre les instructions de Lucien, mais dehors, ses hommes saignaient. Elle était infirmière. Elle pouvait les aider. À ce moment-là, le garde lui saisit le bras. « On n'a pas le temps de discuter. Le patron me tuera s'il t'arrive quelque chose. Allons-y. » Il la traîna hors de l'aile médicale et à travers les couloirs sombres du manoir. Des coups de feu résonnaient partout. Ils se rapprochaient à chaque seconde. La mafia russe avait pénétré à l'intérieur. Il montait l'escalier est, se dirigeant vers le toit. Clara pouvait entendre des pas lourds en dessous, des portes enfoncées, des cris en russe. La distance se réduisait rapidement. « Allez, dépêchez-vous » l'exhorta le garde en la tirant vers le dernier étage menant au toit. Ils y étaient presque. Elle pouvait voir les lumières de l'hélicoptère à travers la porte devant elle, mais ils n'y arrivèrent pas. Un coup de feu retentit derrière Clara. Le garde qui la tirait s'effondra en arrière. Du sang jaillit de la blessure à la poitrine. Il tomba au pied de l'escalier, les yeux écarquillés et sans vie, fixant le plafond. Clara hurla, mais son cri fut coupé court lorsqu'une main familière l'attrapa par les cheveux par derrière, la tirant en arrière avec une force brutale. « Je t'ai manqué, Clara. » Cette voix,
la voix qu'elle avait entendue dans ses cauchemars pendant 3 ans, la voix qu'elle croyait ne plus jamais avoir à entendre. Derek, Clara se débattit, mais il était trop fort. Dereric la fit pivoter, la forçant à lui faire face. Son visage était déformé par la lumière vacillante des incendies à l'extérieur, ses yeux brillaient de folie et de haine. Il portait une armure tactique, un pistolet attaché à la ceinture, et dans sa main se trouvait un couteau qu'elle ne connaissait que trop bien. Le couteau qu'il avait utilisé pour la menacer chaque fois qu'elle osait désobéir. « Tu pensais pouvoir me fuir ?» murmura Dereric d'une voix écœurante. « Tu pensais que ce salaud de mafieux pouvait te protéger ?» Il l'attira vers lui, ses lèvres près de son oreille. « J'ai tué tes parents pour t'avoir. Tu pensais vraiment que je te laisserais partir aussi facilement ?» Des larmes coulaient sur le visage de Clara, non pas de peur, mais de rage. Elle détestait cet homme de toutes ses forces. Elle le détestait pour ce qu'il lui avait fait, à elle, à sa famille, à sa vie. « Tu es un monstre !» siffla Clara. « Tu as assez frappé. » Dereric la gifla si fort qu'elle vit des étoiles exploser derrière ses yeux. Elle s'écroula sur le sol, le goût du sang envahissant sa bouche, alors que sa lèvre fendue se rouvrait. « Je vais te donner une leçon de gratitude, » dit Dereric en l'attrapant par le bras et en la relevant. « Mais d'abord, je veux que tu regardes ce salaud de Blackwood mourir. Je veux que tu saches que personne ne peut te sauver de moi. » Il la traîna vers la porte menant au toit, où l'hélicoptère attendait toujours. Non pas pour la sauver, mais pour l'emmener vers un nouvel enfer. Le toit du domaine Blackwood était devenu un champ de bataille. Le vent nocturne hurlait, transportant l'odeur de la poudre à canon et du sang. L'hélicoptère de Lucien vrombissait au loin, ses pales fouettant l'air, ses projecteurs fendant l'obscurité comme d'énormes yeux à la recherche d'une proie. Dereric traîna Clara au centre du toit. Son couteau était pressé contre sa gorge, l'acier froid mordant sa peau. Clara sentit le sang couler d'une coupure superficielle à son cou, mais elle n'osa pas bouger. Un seul faux mouvement, et elle serait morte. Regardez qui a décidé de se montrer. Dereric ricana lorsqu'une silhouette émergea de la cage d'escalier de l'autre côté du toit. Lucien sortit, arme à la main, son costume déchiré et maculé de sang. Son visage était glacial, mais ses yeux brûlaient lorsqu'il vit Clara dans les mains de Dereric. « Lâche-la !» dit Lucien d'une voix grave et menaçante, comme le rugissement d'un lion. Dereric éclata de rire et tira Clara vers lui, l'utilisant comme bouclier entre lui et Luciane. « Vas-y, Blackwood, tire! Tire si tu en as le courage. Mais tu toucheras la fille avant que la balle ne m'atteigne. » Lucien ne tira pas. Il resta là, arme levée, le doigt immobile sur la gâchette. Clara vit le conflit dans ses yeux. L'agonie d'un homme contraint de choisir entre agir et perdre la personne qu'il voulait protéger. « Que veux-tu » demanda Lucien, la voix maîtrisée, même si Clara pouvait entendre la fureur bouillonner sous-jacente. Dereric pencha la tête, le visage déformé par les lumières de l'hélicoptère. « Je veux ta mort. Je veux que tu te mettes à genoux devant moi, que tu meures comme un chien. Ensuite, j'emmènerai Clara avec moi. Elle m'appartient. Elle m'a toujours appartenu. » Clara eut un haut le cœur. Pendant 3 ans, elle avait vécu avec cet homme. Pendant 3 ans, elle l'avait laissé la contrôler, la battre, la briser morceau par morceau. Et même maintenant, il pensait encore qu'elle était son objet. Il croyait toujours qu'elle serait toujours sa victime. Non, Clara ne l'accepterait plus. Elle avait choisi de rester ce soir, de ne pas s'enfuir. Elle avait choisi de se battre. Et si elle devait mourir, elle mourrait comme une guerrière, pas comme un jouet entre les mains de Dereric. Clara regarda Luciane et croisa son regard. Pendant un bref instant, ils communiquèrent sans parole. Elle fit un petit signe de tête, un mouvement si discret que Dereric ne le remarqua pas. Mais Luciane, lui, le vit. Il comprit. Clara prit une profonde inspiration, ignorant la lame contre sa gorge, et donna un coup de coude vers l'arrière avec toute la force dont elle était capable. Elle frappa Dereric à l'abdomen exactement là où elle savait que cela le plierait en deux, la douleur de ses blessures encore vive. Ses côtes explosèrent comme du feu, mais elle s'en moquait. Elle se libéra alors que Dereric perdait l'équilibre.
Il rugit de rage, le couteau fendant l'air, mais ne coupant que du vent. Clara roula sur le côté, évitant la lame de quelques centimètres. Lucien tira. La première balle déchira l'épaule de Dereric, le faisant tourner sur lui-même. La deuxième frappa sa jambe, l'envoyant s'écraser sur le toit. Mais Dereric n'était pas la seule menace cette nuit-là. « Clara !» cria Lucien, les yeux rivés sur elle. « À terre !» Clara réagit instantanément et se jeta au sol. Elle entendit le coup de feu, qui ne venait pas de Lucien, mais de derrière elle. Elle se retourna et vit Victor Vulkov debout dans la cage d'escalier est, un pistolet fumant dans la main. Le parrain de la mafia russe était un homme imposant, aux cheveux argentés et aux yeux d'acier. Il souriait, le sourire d'un prédateur qui venait de blesser sa proie. « Non !» murmura Clara en se retournant vers Lucien, le cœur brisé. Lucien se tenait là, l'arme toujours à la main. Mais quelque chose n'allait pas. Il baissa les yeux vers sa poitrine, où le sang se répandait sur sa chemise blanche. La balle de Victor l'avait touché à l'abdomen, juste au-dessus de la hanche. Lucien leva les yeux vers Clara, le regard toujours aussi perçant. Mais elle pouvait voir la douleur assombrir la lueur qui s'y trouvait. Puis il s'effondra, les genoux touchant le sol, le sang s'écoulant sous lui. « Lucien !» hurla Clara, ignorant tout danger alors qu'elle courait vers lui. Elle entendit Victor rire derrière elle. Elle entendit Dereric lutter pour se relever malgré ses blessures. Elle s'en moquait. Tout ce qu'elle voyait, c'était Lucien qui saignait, mourant sur ce toit. Elle se glissa à côté de lui souleva la tête et appuya ses mains sur sa blessure pour arrêter le saignement. Du sang chaud coulait entre ses doigts. Trop vite. Ne meurs pas. Clara sanglotait, ses larmes tombant sur le visage de Lucien. « Tu m'entends ? Ne meurs pas. » Lucien la regarda, un faible sourire se dessinant sur ses lèvres malgré la douleur. « Tu lui as donné un sacré coup de pied, » murmura-t-il, la voix faiblissante. « Je suis impressionné. » Clara pleura et rit en même temps, un son brisé s'échappant de sa gorge. Même maintenant, il pouvait plaisanter. Même en se vidant de son sang, il essayait de l'empêcher d'avoir peur. « Nous devons partir d'ici, » dit Clara en jetant un coup d'œil vers l'hélicoptère qui attendait toujours. « Tu peux bouger ?» Lucien acquiesça faiblement. « Allons-y. » Mais entre eux et l'hélicoptère se tenait Victor Vulkov, son arme levée et prêt à tirer. Et Dereric se remettait debout, le sang coulant de son épaule et de sa jambe, ses yeux fous, indiquant clairement qu'il n'en avait pas fini. Le combat n'était pas encore terminé. Victor s'avança, son arme levée, visant directement la tête de Lucien. Il ne s'est pas précipité. Il voulait savourer ce moment. « Adieu, Blackwood », dit Victor, sa voix teintée d'un fort accent russe. « J'attends ce jour, depuis très longtemps. » Clara enlaça Lucien, le protégeant de son propre corps. Elle n'avait pas d'arme. Elle n'avait aucun moyen de combattre un parrain de la mafia armé d'un pistolet chargé. Mais elle ne les laisserait pas tuer Lucien sans d'abord passer sur son cadavre. C'est alors que le miracle se produisit. Un coup de feu retentit derrière Victor. Le chef de la mafia russe tituba en avant, regardant sa poitrine où le sang se répandait rapidement. Il se retourna, essayant de voir qui lui avait tiré dessus, puis s'effondra face contre terre sur le toit, dans un bruit sourd. Roman se tenait près de l'escalier ouest, son fusil encore fumant dans les mains. Son visage était maculé de sang et de poudre à canon. Son bras gauche, blessé, pendait inutilement le long de son corps. Mais ses yeux étaient aussi perçants que des lames, lorsqu'ils balayèrent le toit. « Patron !» appela Roman en se dirigeant rapidement vers eux. « Nous devons partir immédiatement. »« Derek !» hurla Clara en regardant son bourreau, qui essayait de se remettre debout. Il était encore en vie. Roman n'hésita pas. Il leva son arme et tira 2 coups de feu sur Derek. Derek roula sur le côté, esquivant la première balle, mais la seconde lui effleura la cuisse. Il hurla de douleur, roula vers le bord du toit et disparut derrière une structure de ventilation. « Pas le temps », dit Roman en passant son bras valide sous l'épaule de Lucien et en le redressant. Clara le soutenait de l'autre côté, et ensemble, ils traînèrent Lucien vers l'hélicoptère. Chaque pas était une torture. Lucien essayait de bouger, mais ses jambes faiblissaient,
Le sang continuait de couler de sa blessure à l'abdomen. Clara sentait son poids peser sur son épaule. Sentait sa respiration devenir de plus en plus superficielle et rapide. Elle n'osait pas penser à la possibilité qu'il ne survive pas. Elle se concentrait sur chaque pas, chaque mètre qui la rapprochait de la porte de l'hélicoptère. Ils atteignirent l'appareil juste au moment où Luciane perdait presque connaissance. Kane, le pilote de Luciane, avait déjà ouvert la porte et attendait, l'air tendu. Il aida Roman à hisser Luciane à l'intérieur de l'hélicoptère, puis se tourna pour aider Clara à monter. Au moment où Clara franchissait le seuil, elle entendit des coups de feu retentir derrière eux. Les balles s'écrasaient contre la coque de l'hélicoptère dans un bruit métallique sec. Derek, il était sorti de sa cachette, arme à la main, et tirait frénétiquement sur eux. Son visage était déformé par la rage, son corps couvert de sang, mais il ne s'arrêtait pas. « Clara !» hurla Derek par-dessus les coups de feu. « Tu ne peux pas m'échapper, je te retrouverai toujours. »« Décollez !» cria Roman à Kane. Kane n'avait pas besoin qu'on le lui répète 2 fois. Les moteurs de l'hélicoptère rugirent, les pales tournèrent plus vite et l'appareil décolla du toit. Clara regarda par la fenêtre alors qu'il s'élevait dans les airs. Elle vit Derek debout au milieu du toit, les armes toujours levées, tirant des coups inutiles derrière eux. Il ressemblait à un démon debout en enfer, entouré des flammes de la maison en feu et des corps éparpillés partout. Puis, ils montèrent plus haut, et Derek se réduisit à un point noir au milieu de la mer de feu en dessous. Clara se retourna vers Lucien. Il était allongé sur le sol de l'hélicoptère, les yeux fermés, le visage pâle comme du papier. Le sang avait imprégné son dos, formant une mare rouge foncée sous lui. Clara s'agenouilla à côté de lui et déchira sa chemise pour examiner la blessure. La balle avait traversé son abdomen juste au-dessus de sa hanche droite et avait peut-être endommagé son foie ou ses reins. Il y avait trop de sang. Sa tension artérielle chutait rapidement. « Y a-t-il une trousse de secours » cria Clara d'une voix professionnelle et décisive. Elle n'était plus une victime impuissante. Elle était infirmière en soins intensifs et elle allait sauver cet homme. Roman lui lança une trousse de secours basique. Ce n'était pas suffisant. Pas suffisant pour sauver quelqu'un qui perdait autant de sang que Luciane, mais suffisant pour le maintenir en vie jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Clara travailla rapidement, appuyant de la gaze sur la blessure pour essayer de contrôler le saignement. Ses mains étaient trempées du sang de Luciane, rouge et chaud. Beaucoup trop de sang. « Où allons-nous » demanda Clara sans lever les yeux de son travail. « À la clinique de secours » répondit Roman d'une voix tendue. « Au nord, dans la forêt. » À environ 15 minutes, Clara baissa les yeux vers Lucien, sa peau cendrée et ses lèvres pâles. 15 minutes. Il n'avait peut-être pas 15 minutes, mais elle ne le laisserait pas mourir. Elle n'avait pas sauvé Sophie. Elle n'avait pas protégé ses parents. Mais elle sauverait Luciane, même si cela lui coûtait la vie. « Tu n'as pas le droit de mourir » murmura Clara, en appuyant plus fort ses mains sur sa blessure. « Tu m'entends » Lucien Blackwood. « Tu m'as sauvé ? Maintenant, c'est à mon tour de te sauver. Tu n'as pas le droit de mourir. » L'hélicoptère atterrit dans une clairière au cœur de la forêt au nord de Chicago. Le projecteur balaya un bâtiment bas et délabré, caché parmi les arbres denses. « Une clinique vétérinaire abandonnée » expliqua Roman, tandis que Kane coupait le moteur. La famille Blackwood en est propriétaire par l'intermédiaire d'une société écran. Il y a du matériel médical de base à l'intérieur. Clara ne perdit pas de temps à poser d'autres questions. Elle aida Roman à sortir Lucien de l'hélicoptère et le déposa sur un vieux brancard que Kane avait trouvé dans un entrepôt. Ils poussèrent le brancard à l'intérieur à travers des couloirs sombres et poussiéreux jusqu'à une petite salle d'opération au bout du couloir. La pièce sentait l'humidité et le vieux désinfectant, mais l'équipement fonctionnait encore. Une lampe chirurgicale, une table d'opération en acier inoxydable, des armoires remplies d'instruments médicaux, un moniteur cardiaque. Ce n'était pas parfait, mais suffisant. Roman regarda Clara. L'inquiétude se lisait sur son visage. « Je suis pilote et garde du corps. Je peux recoudre une plaie, mais je ne sais pas opérer. Le docteur Cross ne peut pas venir. Les communications sont coupées. Nous n'avons pas de médecin. Vous m'avez, moi,
dit Clara d'une voix plus assurée qu'elle ne l'était en réalité. « Je suis infirmière en soins intensifs. J'ai assisté à des centaines d'opérations. Je peux le faire. Lave-toi les mains. Tu es mon assistante anesthésiste ce soir. » Clara se dirigea vers le lavabo et se lava chaque doigt, chaque ongle avec la précision d'une professionnelle. Elle ne se permit pas de penser au fait qu'elle n'avait jamais pratiqué une opération complète toute seule. Elle ne se permit pas de penser que si elle échouait, Lucien mourrait. Elle se concentra uniquement sur ce qu'il fallait faire. Pas à pas, lorsqu'elle revint à la table d'opération, Lucien avait été déshabillé et gisait sous la lampe chirurgicale. La blessure était pire qu'elle ne l'avait imaginé. La balle avait déchiré les muscles abdominaux, endommageant peut-être le foie ou un vaisseau important. Le sang continuait de couler, plus lentement sous la pression, mais sans s'arrêter. « Propal », ordonna Clara en ouvrant l'armoire à pharmacie et en cherchant le médicament. 200 mg par voie intraveineuse. Roman suivit ses instructions, les mains légèrement tremblantes, mais suffisamment fermes pour placer l'aiguille dans la veine de Lucien. Quelques secondes plus tard, la respiration de Lucien se stabilisa et son corps se détendit sous l'effet de l'anesthésie. Clara enfila des gants, prit le scalpel et commença. Les 3 heures qui suivirent furent une lutte entre Clara et la mort. Elle travailla avec une concentration absolue, ses mains bougeant avec une précision qu'elle ne se savait pas posséder. Ses mains, Dereric les avait claquées contre les murs, écrasées dans les portières de voiture, les doigts cassés pour des erreurs imaginaires. Mais ce soir-là, ses mains étaient des instruments de salut. Clara ouvrit la plaie et chercha la source du saignement. Le foie était écorché, mais pas gravement. Cependant, un petit vaisseau avait été sectionné, pompant du sang dans la cavité abdominale à chaque battement de cœur. Elle clampa le vaisseau, contrôla le saignement et commença à suturer les couches de tissu endommagées. La sueur coulait sur son front, mais elle ne pouvait pas l'essuyer. Son dos la brûlait à force de rester trop longtemps dans la même position, mais elle n'osait pas s'arrêter. Ses côtes n'étaient pas complètement guéries. Chaque respiration profonde était une agonie, mais elle ne laissait pas la douleur la ralentir. Sa sœur avait lutté contre la leucémie pendant 8 mois, sans jamais abandonner, même lorsque la survie n'était plus qu'un fragile espoir. Sophie n'aurait pas voulu qu'elle abandonne. Sophie aurait voulu qu'elle se batte jusqu'au bout. Elle pensa à Mia, la sœur que Lucien avait perdue. 2 vies liées par la même blessure, la même culpabilité de ne pas avoir sauvé quelqu'un qu'elles aimaient. Clara ne laisserait pas l'histoire se répéter. Elle ne laisserait pas Luciane devenir une autre perte qu'elle porterait pour le reste de sa vie. Au bout de 2 heures, le saignement était maîtrisé. Au bout de 2 heures et demie, elle referma les couches musculaires. Au bout de 3 heures, elle fit le dernier point de suture sur la peau, coupa le fil et s'éloigna de la table. Clara regarda le moniteur. Le rythme cardiaque était stable. La pression artérielle remontait lentement. Luciane était encore en vie. Elle avait réussi. Elle l'avait sauvée. Roman la regardait avec admiration et incrédulité. « Il est stable », murmura-t-il, comme s'il ne croyait pas à sa propre voix. « Tu as réussi. » Clara ne répondit pas. Elle retira ses gants imbibés de sang, les jeta à la poubelle, tira une chaise près de la table et s'assit. Toute son énergie quitta son corps en un instant. Elle prit la main froide de Luciane et la serra fermement jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Puis elle resta là, sans la lâcher. Alors que l'aube commençait à poindre à travers les fenêtres poussiéreuses de la clinique abandonnée, elle n'avait pas sauvé Sophie. Elle n'avait pas protégé ses parents, mais elle avait sauvé Luciane, et pour l'instant, cela lui suffisait. 2 jours plus tard, Lucien ouvrit les yeux. La lumière du matin se répandait à travers la fenêtre poussiéreuse de la clinique, illuminant la petite pièce où il était allongé. La première chose qu'il ressentit fut une douleur sourde dans l'abdomen, là où la blessure était en train de cicatriser. La deuxième chose qu'il vit fut Clara. Elle dormait sur la chaise à côté de son lit, recroquevillée dans une position qui semblait tout sauf confortable. Elle portait l'une de ses chemises amples. Ses cheveux étaient emmêlés et une trace de sang séché qu'elle avait oublié d'essuyer était encore visible sur sa joue. Elle avait l'air épuisée.
Elle avait l'air forte. Elle était plus belle que toutes les femmes que Lucian avait connues. Il essaya de bouger, et un gémissement s'échappa de sa gorge. Clara se réveilla instantanément, les yeux écarquillés, puis s'illumina lorsqu'elle vit qu'il la regardait. Elle se précipita à ses côtés, posa sa main sur son front pour vérifier sa température, puis sur son cou pour prendre son pouls. Les gestes professionnels d'une infirmière se mêlaient à la tendresse anxieuse de quelqu'un qui se souciait profondément de lui. « Tu es réveillé » murmura Clara. « Ne bouge pas trop. Tu vas déchirer tes points de suture. » Lucian la regarda, un faible sourire se formant sur ses lèvres. « Tu m'as sauvé. »« On est quitte, » répondit Clara, bien que sa voix tremblait. « Tu es venu me sauver. Je suis venu te sauver. » Il lui serra doucement la main. « Et Derek ?» L'expression de Clara s'assombrit. Elle regarda par la fenêtre pendant un long moment avant de répondre. Roman a surveillé les fréquences de la police. Ils ont trouvé plusieurs corps dans le manoir. Les hommes de Victor, certains de tes gardes, mais pas Derek. Ils ont trouvé son sang sur le toit, mais pas son corps. Il s'est enfui. Lucian ferma les yeux et expira lentement. Alors ce n'est pas fini. Il reviendra, et il amènera avec lui tous ceux qui restent de la mafia russe. Il ouvrit les yeux et regarda Clara. Sérieusement, tu devrais partir tant que tu le peux encore. Je peux t'organiser une nouvelle vie loin d'ici. Un nouveau nom, une nouvelle identité. Derek ne te retrouvera jamais. Clara se leva. Elle se dirigea vers la fenêtre et contempla la forêt dense qui entourait la clinique. Ses doigts effleurèrent le collier en argent qui pendait à son cou. Le cadeau que Lucian lui avait offert pendant son séjour au manoir. Le symbole de la famille Blackwood. « J'ai passé 3 ans à prier pour que quelqu'un me sauve, » dit Clara d'une voix basse, mais avec une nouvelle intensité. « Je pensais que j'étais faible. Je pensais que je ne pourrais jamais être qu'une victime. Mais ensuite, je t'ai rencontré. » Elle se retourna vers lui. La lumière du matin illuminait son visage et faisait briller ses yeux. Et j'ai compris quelque chose. Je ne suis pas une princesse qui attend d'être sauvée. Je ne suis pas une victime qui attend la mort. Clara recula vers le lit et posa sa main sur la poitrine de Lucian, juste au-dessus de son cœur. « Que Derek vienne, » dit-elle d'une voix froide et dure comme l'acier. « Qu'il amène le monde entier avec lui. Nous leur briserons les côtes. Nous leur briserons les bras. Nous détruirons tout ce qu'ils possèdent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. » Lucian la regarda, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sourit sincèrement. Ce n'était pas le sourire froid du fantôme, mais celui d'un homme qui venait de retrouver quelque chose qu'il croyait avoir perdu à jamais. L'espoir. « Très bien, » dit-il en posant sa main sur la sienne. « Nous ferons comme tu le souhaites. Le message erroné est terminé, mais la bonne connexion vient de commencer, tout comme la guerre. » Clara Weston est entrée dans la vie de Lucian Blackwood en tant que victime attendant la mort dans une salle de bain. Elle en est sortie en guerrière prête à brûler le monde. Et Derek Hawkins, l'homme qui pensait qu'elle serait toujours sa proie, allait bientôt apprendre une leçon douloureuse, qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme qui n'a plus rien à perdre. C'est la fin de l'histoire. Il m'a cassé les côtes, ou du moins la fin du premier chapitre. Cette histoire nous rappelle que parfois, dans la vie, ce qui semble être une erreur nous mène exactement là où nous sommes censés être. Un message envoyé par erreur a sauvé la vie de Clara. La décision de suivre son destin a changé celui de Lucian à jamais. Et surtout, cette histoire nous rappelle que personne n'est né pour être une victime à jamais. Peu importe ce que vous traversez, peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, vous avez toujours la force de vous relever et de réécrire votre propre histoire. Clara l'a fait, et vous le pouvez aussi. Que pensez-vous de cette histoire? Clara a-t-elle fait le bon choix en restant avec Lucian, ou aurait-elle dû s'enfuir quand elle en avait l'occasion? Dans la vie réelle, avez-vous déjà vécu un moment où une petite erreur a conduit à quelque chose d'inattendu et de positif? Partagez vos pensées et vos sentiments les plus profonds
dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment connaître vos histoires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis afin que davantage de personnes puissent découvrir des histoires aussi enrichissantes que celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos vidéos quotidiennes. Votre soutien est notre plus grande motivation pour continuer à créer du contenu de qualité. Enfin, nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de bonheur. Gardez toujours foi en les bonnes choses, car parfois, les miracles viennent d'où on les attend le moins. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.